Et voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission numéro 8 Motion Café. On est bien content de faire cette émission. On avait tous envie de la faire depuis longtemps sur le thème de l'illustration. Donc, comme d'habitude, une petite présentation des présents de l'équipe. On a Aurélien, Salut. fidèle au poste. Donc Bonjour. lui, il est là pour gérer le Twitter notamment aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Twitter à les poser. Je suis chaud. Il est chaud. On a Frémox, on ne le présente plus, qui est avec nous. Salut. On a Lacpo, toujours présent. Et on a Grégory. Bonjour. Voilà, qui est le maître de cérémonie qui est en régie ce soir. Pour parler illustration, on a un invité, non des moindres, Jean-David Fabre, concept artiste et matte painter et illustrateur et plein d'autres trucs encore avec nous. Salut Jean-David. Oui, salut. Merci déjà d'être avec nous, hein. Ça nous fait bien plaisir. Tu vas te présenter un petit peu. Ouais. Ça marche. Tu as déjà un bon petit parcours, travaillé beaucoup sur Lapin Crétin, sur l'Oracle, sur beaucoup d'autres gros projets. Et on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur ta façon de travailler pour parler illustration. Donc, si tu le veux bien, tu peux te présenter. Bien sûr. Bien sûr. Écoute, ouais, le plaisir est vraiment partagé. Je suis super content d'être avec vous et de faire cette émission. Donc, et de pourrir systématiquement vos matinées petit déjeuner avec ces tarés finis à l'écran. D'accord, donc ça ouais, on va en parler en off, hein, parce que j'ai une petite à côté, les gars là aussi présents, je suis sûr qu'ils sont fans. On est tous fans au début, hein, puis bon, après, une fois qu'on a notre badge de dresseur lapin crétin, parce que bon, il faut les appréhender, ces petites bestioles, c'est une horreur, c'est impossible à gérer, quoi, impossible à gérer. À Ubisoft, c'était le dawa en permanence. Mais revenons à nos moutons et non à nos lapins. Voilà. Exactement, joli. Ça, c'est ce qui s'appelle rebondir. Enfin, on arrête avec les jeux. On se croirait sur le 20h de TF1 avec des vieux jeux de mots, tu sais. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être le sujet du jour va être fluide. On va parler de ski. Enfin, bon, alors, lapin, mouton, c'est fait. Voilà. Ok. Écoutez, moi, je suis. Oui, voilà. Moi, je dessine depuis tout petit et le dessin, c'est vraiment une passion que c'est. En fait, c'est mon père qui me l'a transmise. Et avec mon frère, on a passé des années en fait à se challenger, à se motiver. Donc, je sais pas s'il regarde mon frère, mais bon, coucou à mon frère s'il est là et à grand-mère aussi. Ouais, on s'est motivé tout ça et puis on a regardé Disney et puis tous les dessins animés, je pense de notre tranche d'âge des années 80-90 là. Donc c'était essentiellement du DreamWorks, du Disney et tout ça. Et puis un jour, j'ai eu une espèce de révélation, une espèce d'illumination, un truc qui est venu me frapper. Je me souviens, j'étais à Toulouse et c'est un oncle à moi qui m'avait mis un DVD un jour et ce DVD a transformé ma vie. Voilà, je vous le dis, ce DVD c'était Princesse Mononoke. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait faire du dessin animé pour adultes. Et de ce jour-là, je me suis dit, je veux faire du dessin animé. Et voilà. Et donc, objectif accompli. Sauf que, voilà. Donc voilà, on a dessiné comme des fous. Et puis on a commencé à passer nos concours, on a commencé à découvrir le monde des écoles de dessin animé en France. Et en fait, on a vraiment de la chance. On a plein d'écoles en France qui font de la 3D et qui font de la 2D. Et il y avait vraiment moyen du coup de pouvoir performer dans ce milieu-là. Donc avec mon frère, on a commencé à enchaîner les concours. Et puis, en fait, on a vraiment eu du pot. Le travail, ça paye, hein, toujours. Et en fait, voilà, avec mon frère, on a fait tous les deux les Gobelins, en fait. Les Gobelins à Paris. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en fait dans le milieu du dessin animé, quoi. On a produit nos premières animations 2D, puis ensuite, hop, on a enchaîné, on est sorti de l'école. Pour ceux qui connaissent, alors je sais pas si vous êtes un peu au courant des courts-métrages Gobelins. Voilà, moi j'ai bossé sur un court-métrage qu'on a balancé en fait à l'ouverture d'Annecy. Et c'était en 2010, je dirais. Et donc le court-métrage sur lequel j'ai travaillé moi, c'était le Lac Gelé.
Et c'était la première fois que je faisais des décors dans une anime, quoi. Et bon, bah là, j'ai eu le coup de foudre. C'était puissance 10, quoi. Je me suis dit, ah, purée, en fait, c'est le décor que j'aime faire, quoi. Et l'animation, je vais la laisser aux copains qui ont envie de se prendre la tête sur 25 000 dessins. Et moi, je vais passer 3 jours sur un décor à fignoler. Et voilà. Et moi, c'était plus mon approche et je kiffais ça, quoi. Donc, du coup, décor à fond. Puis ensuite, en troisième année, on a fait un film hyper violent, hyper trash. Et c'est rigolo parce que c'est un film, en fait, quand j'y repense, je l'assume pas du tout, en fait. J'assume vraiment la première partie du film. Et la deuxième partie du film, je ne l'assume pas. Mais bon, enfin, ça a été un gros trip avec les copains, quoi. Et donc, ça s'appelle Smoke My Christmas. Donc, c'est visible sur YouTube et sur Vimeo. Et ça raconte l'histoire d'un clochard qui fait un espèce de trip sous acide absolument immonde et horrible, sous un air de Alice au Pays des Merveilles. Et bon, voilà. Donc voilà, fort de ce court métrage, je suis sorti, puis directement derrière, je suis allé travailler dans un super studio parisien, donc un gros studio d'effets spéciaux qui s'appelle Buff Company. Donc bon, moi ça, il y a encore jusqu'à pas longtemps, c'était quand même un truc assez connu, quoi. Bon, après voilà, il y a eu plein d'histoires et tout ça, donc je sais pas trop où ça en est ce studio, mais bon, en tout cas à l'époque ça tournait plein pot, quoi. Et puis à ce moment-là, moi j'ai bossé sur Thor. Avec le Thor de Marvel, quoi, hein. Parce que Buff sous-traitait pas mal de plans pour Marvel, quoi, du coup. D'accord. Donc voilà, et donc moi je suis un peu à l'origine de ce qui se passe dans enfin, je sais pas si vous avez vu le film, mais voilà, l'observatoire dans l'espace, le pont arc-en-ciel, les soutiens, les armatures du pont arc-en-ciel et tout ça. Je suis pas resté hyper longtemps, mais je me suis tapé Watt 1000 mat de ciel étoilé, de poussière, l'arc-en-ciel lumineuse. C'est complètement étrange. Mais voilà. Donc ouais, j'ai fait 6 mois là-dessus. Et ensuite, je suis allé, après Buff, je suis allé... Ah oui, j'ai travaillé 4 mois à Akama. Alors, Akama Studio, maintenant, ça s'appelle Enki Studio. Excusez-moi. Et donc là-bas, en fait, on a développé avec des amis un court-métrage pour la chaîne de télévision qui s'appelle TJ. Donc, c'est une chaîne pour enfants. Et en fait, le court-métrage s'appelle TJ Colors. Et en fait, c'est une animation qui dure 2-3 minutes là. Et c'est l'histoire d'un pinceau qui tombe un peu du ciel, quoi. C'est un peu un pinceau divin. Et il vient peindre un peu le monde qui est en noir et blanc et au trait. C'est un monde de dessin animé un peu au trait. Puis lui, il vient mettre des couleurs. Donc en fait, tu as le monde qui se remplit de couleurs. Et en fait, on se rend compte que à ce moment-là, il y a un panda qui dormait dans une caverne et le pinceau est pas venu lui donner de la couleur. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en noir et blanc, lui. Ok. Voilà. Donc TJ Colors. Donc vous avez ça sur YouTube aussi. On mettra les liens, hein, donc on rassure tout le monde. Il y a du lien qui tombe et c'est tant mieux. On vous mettra ça après dans le récapitulatif YouTube. Ouais, super. Et puis bon, après directement après Akama, j'ai été contacté par MacGuff, qui est un gros studio parisien. Et au moment où je suis arrivé, en fait, il était racheté par Universal, je crois. Donc du coup, c'est devenu Illumination. Illumination. Donc c'est les ricains qui ont racheté le studio français. Et donc là, en fait, on s'est mis à bosser. Donc c'est le studio où on a fait Moi Moche et Méchant. Ouais. Et moi, j'ai bossé plus précisément sur le Lorax. Donc c'était le dessin animé qu'il y avait entre le premier Moi Moche et Méchant et Moi Moche et Méchant 2. C'est-à-dire que pendant qu'on bossait sur le Lorax, il y avait Moi Moche et Méchant 2 qui commençait à pointer le bout de son nez. Donc là, beaucoup de matte painting essentiellement, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, purée, le matte painting, c'est bien, mais moi, je kifferais faire du concept et puis être un peu plus haut dans la chaîne de création pour pouvoir être beaucoup plus libre et puis aller, je sais pas, pondre plein d'images, plein de couleurs, être complètement libre et puis directement parler avec les créateurs du film, quoi. Quand tu dis du concept, voilà, c'est tu prends l'idée et Ouais, c'est ça. En fait, moi, je faisais du matte painting à MacGuff, donc du coup, tout était fait. On avait des références, des concepts, du coup, qui étaient là. Et puis du coup, on avait des matte painting qui existaient déjà dans le film. Et puis, on les peignait entièrement. Donc, c'est un peu les matte painting que vous avez au fond de la 3D, derrière la 3D, là, les trucs qu'on ne peut pas modéliser. Donc, je me suis tapé énormément de ciel, de nuages, de vallées, de montagnes, de petites fleurs. Bref. Et donc, ça, c'était chouette. Mais bon, c'est vrai qu'après s'être tapé, je sais pas, mettons 200 plans sur le film, on sait faire des fleurs. Donc, j'avais un peu envie
passer à autre chose, quoi. Et puis je me suis dit, ah purée, la prochaine fois que j'irai dans ce studio, moi j'aimerais bien faire du concept, quoi. Vraiment être. En fait, le concept, en fait, ça te permet d'être directement en lien avec les créatifs du film, en fait, avec les réalisateurs, avec les directeurs artistiques. Et puis bon, JD, il faudrait que tu peignes, je sais pas, telle ambiance où on a un lieu qui est un peu étrange. C'est un lieu souterrain, il y a un bar qui est greffé dans un tronc d'arbre et puis c'est éclairé juste par des bougies, puis pour la lumière qui tombe d'un terrier. Vas-y, propose un truc. Ah, ok, d'accord. On a fait un croquis vite fait sur une ligne là, sur un bout de papier. Tiens, je te le file, voilà, on va te scanner. Puis vas-y, balance un peu de lumière dedans, et puis crée-nous une ambiance. Et purée, c'est ce que j'aime vraiment faire, quoi. Et donc en fait, quand j'étais à ma gueule, j'ai été contacté par Ubisoft. Et Ubisoft, en fait, il développait ça là. D'accord. Donc du coup, ils m'ont dit, bah ouais, tu vas être chef colo, design, concept artiste. Oui, j'arrive. Oh là là. T'as Vendu. trouvé ta place. Vendu. Ça, c'est bon, ça. Les lapins crétins, c'est pas grave. Ouais, tu m'étonnes. Je vais juste faire ce que je kiffe, quoi. Et en fait, je me suis un peu formé au concept finalement dans cette structure. J'avais un directeur artistique qui était vraiment génial, quoi, qui s'appelle Fabien Ouvrard. Et puis on était une petite équipe de designers, une équipe en or massif, quoi. Et puis du coup, c'est là qu'on s'est un peu fait forger au contact de Fabien. Là, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Puis on a fait 4 ans comme ça. 4 ans à tester plein de trucs, c'était hyper formateur. Et puis c'est un peu là que j'ai commencé à produire mes premiers vrais concepts pour de la prod. Eh ben, c'est super intéressant. Avec du coup tous les principes du concepteur, tous les trucs à respecter, toutes les règles à mettre en place, le suivi dans la prod, j'ai pas le terme, mais en gros toutes les choses qui sont un peu obligées là. C'est intéressant ton rôle, le rôle d'un concepteur. Donc on comprend bien, tu vas proposer un concept par rapport à une idée. Ouais. Tu me coupes. Même 20 concepts, 20 ou 30 concepts par rapport à une idée. 20 ou 30 concepts par rapport à une idée. Ça, c'est pour les rapides, parce que moi, je tournais plus autour de 5. Ouais, bon, mais qualité ou quantité, après, je sais pas. Mais quel est le process? C'est-à-dire que on te donne une idée, ça te donne déjà une direction, mais comment ça se passe? Comment tu vas commencer à t'inspirer? Avec quoi? En fonction de quoi? Alors là, en fait, il y a un truc qui est magique, mais un truc qui est magique et en plus c'est gratos. Et ça s'appelle Pinterest. Ça s'appelle Pinterest. Et alors ça, là, wow. Alors ça, c'est un outil, mais d'une puissance. Moi, depuis que j'ai découvert ça, je suis complètement accro, quoi. Et du coup, excusez. Avec le DA, en général, hop, là, on commençait à aller chercher des images. Vas-y, ça, on aime bien cette ambiance, ça, on aime bien ce rapport coloré. Là, on aime bien les teintes. Là, on aime bien. Ou alors, des fois, simplement, on se disait, tu vois, il y a une ambiance un petit peu mettons un exemple tout bête, une banlieue américaine des années 60-70. Oh purée, ouais, vas-y, on va prendre comme ref Super 8. Ouais. Hop, là, ça va être notre référence principale dans les éclairages, dans le côté water tank éclairé, un peu extraterrestre, tout ça, E.T., tout ça. Hop, tiens, travaille dans ce contexte-là, quoi. Donc, on va commencer à pondre des images qui respectent un petit peu des espèces de codes graphiques ou des codes colorés ou des codes lumière qu'on retrouve un peu souvent dans ces films-là. Genre les lunes qui éclairent comme des spots de 500 000 watts. Par exemple. Des lumières bleues, c'est de la mise en scène en fait. Mais voilà, on s'inspire de ça. Des fois, on peut s'inspirer d'une image qu'on chope sur Internet. Ah purée, le mec, j'ai trop kiffé comment il a capté cette lumière ou comment il a capté cette texture. Ok, on se la fout sur un moodboard. Là, on se fait un moodboard. Vous savez, on se fait une grande planche Photoshop et puis toutes les images qu'on kiffe là, on les met dedans. Et puis ça, en fait, on se crée un petit peu entre guillemets une bible graphique, quoi, des choses qui nous intéressent. Et puis ça tourne entre nous, on l'enrichit. Et puis à côté de ça, on commence à peindre un peu. Et puis au fur et à mesure, on commence à tomber les premières images. En général, mon DA à l'époque, parce que je travaille plus avec lui maintenant, mais il me faisait des petits cadres là. Et puis lui, comme il composait un peu une image au trait dedans, tac tac, et puis hop, moi je revenais par dedans, puis c'est parti, on va mettre de la couleur, quoi. Et vous avez plein d'exemples de ça sur mon Tumblr que je vous ai communiqué tout à l'heure, où effectivement il y a plein d'images qui font référence à ce principe-là. C'est plein de petits cadres.
Et puis on est venu mettre de la couleur, chercher différentes teintes colorées. Je sais pas si, excuse-moi de t'interrompre, je sais pas si Greg, tu arrives à lancer, enfin moi je pourrais peut-être moi, mais qu'on lance un partage d'écran pendant que tu dis tout ça, parce que je sais pas vous, mais moi ça me dit bien de voir en même temps. Ah ouais. Moi j'ai juste une petite question sur les moodboards. Yes. Ouais. Parce qu'un moodboard, tu sais, ça peut être aussi super chronophage dans le sens où tu n'avances pas du tout, quoi. Parce que tu récupères tout le temps des images. Toi, à quel moment tu sais à peu près quand qu'il faut stopper de faire ton moodboard, quoi, pour justement pas aller. Ça, c'est l'expérience. Parce qu'en fait, si ton moodboard, tu passes trop de temps dessus, ça veut dire que tu sais pas où tu vas. Ça veut dire que tu es ouvert à tout et que tu n'as pas pris, une direction précise. Tu sais pas tellement où tu vas, en fait. Donc, le moodboard, en fait, c'est pas tant rassembler des choses, c'est on va rassembler des choses, mais qui vont directement dans le style qu'on cherche. Ah, tu vois, regarde, là, vous avez l'image juste en dessous des croquis de visage. Là, juste en dessous, en fait, Ouais. tu le vois, le water tank un peu en mode extraterrestre, là. Ouais, Ah, Et yes. ça typiquement, ça, c'est un mat. Alors, en fait, là, le mat, en fait, il y a un quart du mat parce qu'en fait, il est hyper grand. En fait, c'est des cyclos qu'on mettait derrière, comme ça, sur toute la scène 3D, quoi. Donc là, j'ai juste mis la partie intéressante, mais voilà, en fait, c'est un peu le délire. Donc, c'était dans un style un petit peu cartoon, comme ça. Ça fait penser un peu à E.T., tu sais, quand il y a le passage d'Halloween qui se balade dans la rue, là, avec toutes ces petites Ouais, maisons. exactement. Ah là, ouais, c'est clair. Ah bah ça, typiquement, là, l'image, je l'ai mise parce qu'elle est hyper symbolique, celle où on voit la lune, là. Ouais. C'est le premier concept que j'ai fait sur la saison 2 des lapins. Ok. On reconnaît bien la petite pointe, là. Ouais, puis ça exprime, c'est marrant parce que ça exprime plein de trucs. Le fait que les lapins veulent se propulser sur une rampe vers la Lune qui n'est pas du tout orientée vers la Lune, et puis bah, du coup ils veulent se propulser, donc en fait il faut un truc à réaction, mais ils ont mis une montgolfière. Enfin, c'est que des concepts qui peuvent pas fonctionner, qui vont du coup permettre des gags et permettre des trucs débiles en fait. Ok, c'est bon ça. Et tu passes combien de temps sur un concept à peu près quand... Bon, j'imagine que ça varie vachement suivant les concepts. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, sur celui-là, t'as passé à peu près combien de temps Oh, bah, en fait, là, tu vois, j'étais pas encore hyper à l'aise, donc je dirais que j'ai dû mettre, je sais pas, un truc genre 3 heures, un truc comme ça, tu vois. J'irais beaucoup plus sur la même chose, maintenant j'irais plus vite, je pense. D'accord. Ouais, non, c'est une histoire de voilà. Ouais, quand t'as l'habitude, hein. Enfin bref. Mais c'est ça. Mais après toi, tu me dis, ben voilà, je commence à mettre en place mon site internet. Et ben voilà, tu sais, je l'ai fait en une journée. Ouais, mais moi, tu mets une journée sur un site internet, à la fin de la journée, il s'est rien passé, tu vois. Ben voilà, chacun son taf. Hein. C'est sûr. Ah, c'est cool. C'est sûr. Ah non, c'est parlant, c'est clair. Ça, c'est une copine à moi qui développe une série en stop motion. Et puis j'avais fait quelques petites recherches pour sa série. Et donc c'est ça, là, t'es dessus, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des petits concepts pour une série qui va se faire. Elle est en train de se faire. C'est super cool. Et ça se passe dans l'Arche de Noé. C'est marrant, ça se passe dans l'Arche de Noé. Tu suis l'aventure de petits animaux qui sont dans l'Arche de Noé, qui vivent. C'est un truc play school, quoi. Preschool pour les enfants, quoi. Mais puis, bah, du coup, c'est une série qui va passer, je sais pas sur quelle chaîne. Je pense sur France Télé, mais je suis pas sûr. Voilà. Et ça, ça, c'est que des planches que j'ai fait sur les lapins. Ça, c'est saison 1 des lapins, tout ça, là. Ça, c'est les premiers concepts que je faisais sur les lapins. Mais à l'époque, le style n'était pas encore hyper défini, quoi. Donc, on pouvait s'amuser à partir un peu dans tous les sens, quoi. De toute façon, je pense qu'on va mettre le lien, comme ça les gens ils pourront aller bien prendre le temps d'aller voir tout ça. Ah bah, c'est clair. Bah, pourquoi pas. Et du coup, toi, ta veille créative, est-ce que tu fais une veille créative déjà? C'est la question. Une veille créative, c'est-à-dire est-ce que tu vas de manière hebdomadaire tous les jours regarder, je sais pas, à part Pinterest ou que sur Pinterest ou... Ouais. J'ai une veille créative en fonction de mes projets. Alors en fait, j'ai des veilles créatives où le but c'est juste de me nourrir d'images. Et donc, je peux pas dire que j'y vais tous les jours parce que bon, bah non, c'est faux. Mais ouais, il y a bien 2-3 fois dans le mois où je me prends 1 heure et en fait, je vais sur Pinterest et toutes les images que j'aime. Et attention là, avec l'expérience, j'ai commencé à mettre vraiment des espèces de checklists sur chaque image et en fait je prends pas n'importe quelle image du coup. Chaque image que je sélectionne, elle m'apporte vraiment quelque chose de particulier et donc du coup ça me permet de me faire des dossiers de je sais pas combien de gigas dans mon ordi avec que des images qui me parlent sur un sujet ou sur un autre et ça me permet ensuite moi quand je veux rentrer dans une démarche créative, j'ai plus qu'à les faire tourner toutes les 30 secondes sur mon fond d'écran parce que j'ai un Macintosh. Ce sera pour une autre émission, ça.
C'est ça, on en reparlera. Sujet. Encore que quand je vois la nouvelle Surface Pro. Sujet chaud. Ah bah oui, c'est clair, ouais. On peut en parler, ouais, c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir changé. C'est ça. On en parle à la fin. Ok, ouais, on en reparlera, ça marche. Ouais, et puis donc des veilles créatives, ça, c'est sur des choses hyper larges, tout comme sur des sujets. Par exemple, je suis en train de développer un projet personnel que j'aimerais, je suis en train de faire le dossier et tout ça. Et là, on est dans un univers plus marin, plus avec un peu dans un univers un peu Wind Walker. Je sais pas si ça vous parle. Ok. Et du coup, là, ouais, je fais des veilles créatives, mais vraiment orientées maritimes, quoi. Île, bateau, rapport coloré, photographie. Enfin, ça peut aller vraiment de la photographie jusqu'au dessin le plus simple ou au rapport coloré le plus simple. Ouais. C'est vraiment hyper large, en fait. Un visuel qui va te parler. Okay. En fait, c'est ça. C'est pas tant le fait de se gorger d'images. Quand tu veux des choses précises, c'est plutôt aller choper dans une image ce qui fait un petit peu l'essence de l'image, le rapport, mettre le doigt sur le rapport intéressant dans l'image, le truc qui vient te faire pétiller à la rétine là. C'est essayer d'aller choper ça. Je dis pas que je le réutilise systématiquement bien, hein, effectivement, mais ça me permet de me faire des veilles créatives vraiment en fonction des projets. Et donc du coup, j'ai plusieurs moodboards dans mon ordi en fonction des projets, quoi. Okay. En fait, si je peux me permettre, sur Pinterest, tu organises comment tes dossiers? Parce que tu fais, sur Pinterest, on peut faire des dossiers collaboratifs, on peut faire des tableaux. Là, du coup, tu fais un tableau. Alors, c'est à l'arrache totale. C'est à l'arrache totale parce qu'en fait, si tu veux, moi, je n'organise rien, j'enregistre tout en local. Ah, ok. D'accord. L'avantage de Pinterest, c'est que tu peux faire des tableaux thématiques. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir toujours ça dans mon. En fait, j'ai un disque dur portable et toutes les brushes que je me crée, toutes les images que j'aime, elles sont toujours dans ce disque dur-là. Et comme je l'ai toujours sur moi, dès que j'arrive dans un taf et tout ça, en fait, j'ai toujours une espèce de banque personnelle de trucs avec moi, quoi. Alors, je sais pas si c'est. Je sais pas si ça me sert vraiment parce que finalement, je suis pas tout le temps fourré dedans, mais c'est vrai que ça me rassure pas mal d'avoir toujours cette espèce de boulot de base, de rêve de base, en fait. J'ai toujours des rêves sur moi, quoi. Et puis du coup, quand j'arrive dans un nouveau taf, j'ai plus qu'à brancher mon disque dur. J'ai 2 gigas d'images triées de machins que j'aime bien, puis toutes mes brushes et tous les machins qui vont me servir, les presets et tout ça. Et c'est un petit peu ma trousse à outils, quoi. J'ai toujours des rêves sur moi, j'ai bien aimé. C'est rigolo. Tu dois quand même avoir une certaine organisation de tes fichiers avec des arborescences hyper structurées. Parce que alors, il y a un autre truc qui est vrai aussi dans ce monde-là, c'est que je suis un artiste. Et effectivement, il y a des rêves, il y a des arborescences. Et ouais, mais alors les arborescences, je crois que même moi, des fois, je les comprends pas. Je pense même qu'il y a des trucs en double ou en triple, mais bon. Bref, des fois, ce qui est important, c'est juste d'ouvrir des images et de les faire défiler et de se nourrir pendant une demi-heure de trucs que j'ai sélectionnés et puis de tout se remettre dans la tête et puis ça relance la machine, quoi, tu vois. Des fois, c'est juste ça. L'inspiration, c'est complexe. Puis tout le monde fonctionne un peu différemment sur l'inspiration. C'est bien que chacun trouve un petit peu son starter, quoi. T'en as, ils vont se balader dans la forêt, ils rentrent, ça y est, ils ont l'inspi. Moi, je pourrais, hein, mais bon, là, il fait froid et voilà, donc je vais pas aller perdre 1 heure dans la forêt. Mais bon, ouais, ça pourrait fonctionner comme ça aussi pour moi, ouais. Et chacun son truc, quoi, hein, voilà. Pour les citadins, par exemple, ils sont bien obligés de chercher de l'inspiration aussi. Ils peuvent pas aller dans la forêt. Ouais, forcément. Plus difficilement, quoi. moi, je vais dans le métro, ligne 9, en règle générale, je reviens, je suis trop. Ah, mais t'es parisien, toi? Non. Ah, non, c'était. Non, ça sentait tellement le vécu, là, ça m'a plu. Ouais. Moi, j'ai une question sur quand tu fais du concept, par exemple, tu pars direct sur du Photoshop ou quoi, ou tu gribouilles déjà sur papier ou... Alors là, en fait, Alors, ça dépend du taf et ça dépend de ce que je veux produire. Par exemple, quand c'est des projets perso, pour mes projets perso, je vais avoir En fait, c'est ça qui est dingue. Quand tu es en production, tu n'as pas trop le temps de te prendre la tête sur les trucs. Il faut avancer, il faut proposer. Donc, en fait, il y a déjà une mécanique de taf et tu as le DA à côté, tu as tes potes et tout. Tu commences à. Ouais, alors effectivement, je commence à poser des trucs directement dans Photoshop sans trop prendre la tête parce que je sais que derrière, le DA, systématiquement, c'est un directeur artistique. Donc, il va dire oui, ça, oui, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Donc là, je vais en faire plusieurs. Et puis bon, je vais quand même beaucoup m'appuyer sur lui pour trouver les bonnes directions. Mais en même temps, c'est son rôle de directeur artistique, tu vois.
Par contre, sur des projets plus personnels où du coup là je suis en roue libre, je fais ce que je veux, ouais, je vais plutôt avoir tendance à. Et là, je me suis découvert ça il y a pas longtemps, hein, puisque je suis en train de développer un petit projet perso, du coup, ouais, je commence à crayonner des trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, parce que d'habitude je partais directement sur Photoshop. Et là, du coup, ouais, non, j'ai commencé vraiment à me poser des questions plus d'ordre graphique et moins colorées en fait. Donc je suis reparti plutôt dans des choses plus dessinées. Et puis ça m'a permis de mettre en place des petits designs et des choses comme ça. Puis ouais, effectivement, après quand je reviens sur Photoshop, j'ai déjà une espèce de mini banque dans mon carnet de croquis, quoi, dans le métro ou dans le train. Hop, et je le remplis là, quoi, quand j'ai un peu de temps. Et ouais, en fait, j'ai pas une méthodologie absolue et systématique. En fait, la méthodologie, quelque part, elle fait partie aussi du domaine de l'inspiration, en fait. Ok. Tu vois. Ça vous parle? Ah oui. Donc, je sais pas, il y a tout le monde qui est en train de bloquer. genre Walking Dead. Walking Dead. Non, mais c'est bien parce que tu te laisses aller, c'est bien parce que tu as beaucoup de choses à dire. Tu nous fais vraiment le tour du proprio et c'est super intéressant de connaître la façon de développer, quoi. Écoutez, si ça vous intéresse, lâchez un petit com ou lâchez un petit plus ou lâchez un petit like, ça nous fera plaisir. Likez la page Motion Café aussi, n'hésitez pas. Puis la page YouTube de Motion Café. Tu fais bien de le dire, hein, parce que là, bref. Oui, on a passé les 2000 abonnés la semaine dernière sur YouTube. C'est cool. Donc le ouais, petit cap symbolique. Des 2000, cap symbolique des je crois qu'il y a un moment sur YouTube ou même sur Facebook où passer un certain nombre de likes, et ça s'auto-alimente et ça fait plus que monter en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Faut faire du contenu. Ouais, faut faire du contenu. Faut faire du contenu. C'est ce qu'on est en train de faire. Bravo les mecs, je vous encourage. C'est bien, là, on a bien un peu compris, enfin, en tout cas, les niveau inspiration, un petit peu comment tu procèdes. Mais on a dit que tu étais concept artiste, matte painter, enfin, animateur, enfin, tu fais pas mal de choses, parce que finalement, tout ça, ça demande pas mal de discipline et donc de connaissances. Et finalement, c'est quoi ces disciplines en fait exactement sur. Alors, t'as le DA, t'as le concept artiste. Derrière, tu vas avoir, je sais pas, des matte painters, des animateurs. Enfin, les prods de dessin animé, en fait, t'as énormément de postes différents en fait. Parce qu'en fait, le dessin animé, c'est ce que j'aime dans le dessin animé, que ce soit en 2D ou en 3D, c'est que ça demande il y a un énorme panel de métiers en fait représentés. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment intéressant parce que, tu vois, par exemple, quand j'ai passé le concours des Gobelins, moi, au début, je voulais faire du chara design. Et je me disais, ah purée, moi, j'aime bien dessiner les bonhommes, alors je vais faire plein de bonhommes. Et attends, tu disais car design? Ouais, du chara design, en fait, c'est du caractère design. Et en fait, c'est le fait de dessiner les personnages et de leur donner vraiment un design qui pète, quoi. Un design qui est sympa, qui exprime vraiment quelque chose de fort en termes de caractère. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire en termes de design, justement. Et c'est cette création que je trouvais vraiment intéressante. Et puis finalement, au fur et à mesure des Gobelins, je me suis rendu compte que le chara design, en fait, j'étais entouré de mecs qui en faisaient et qui en faisaient extrêmement bien. Et puis à un moment, je me suis dit, à quoi ça sert que je veuille absolument performer là-dedans? Je suis entouré de mecs qui le font hyper bien. Et vas-y, il n'y a pas autre chose que je pourrais faire, tu vois. Et très très rapidement, on a eu des cours un petit peu de peinture, couleur et tout ça. Et tout le monde passe un peu par là au Gobelin pendant la première année. Et là, déclic, quoi. Bon, déjà, j'aimais bien dessiner des décors au trait, tu vois, et c'est pour ça aussi que j'avais été pris au Gobelin, bizarrement. C'est qu'en fait, ils m'ont pas pris sur la base de mes dessins de personnages. Bon, automatiquement, parce que c'est quand même une formation d'animation. Donc, tu es obligé de savoir animer. Donc, effectivement, c'est quand même la condition sine qua non. Mais le plus qui m'a fait avoir les Gobelins, c'était aussi le fait que je dessinais plein de décors dans mon book et que, effectivement, comme eux, leur but, c'est aussi de créer des équipes pour faire des films durant l'école, tu vois, ils sont obligés du coup de créer, de prendre plusieurs profils et de pouvoir créer des équipes qui vont pouvoir être autonomes, quoi, en termes d'anime, en termes de chara design, en termes de décor et en termes de couleurs et tout ça. Et donc du coup, en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de profils d'animateurs dans la classe, mais il y avait beaucoup moins, enfin, avec le recul, mais il y a beaucoup moins de profils de décorateurs, en fait, des gens qui font du décor. Et, finalement, des gens qui faisaient vraiment du décor dans la promo, tu vois, il y en avait peut-être sur 25, il y en avait peut-être, ouais, je sais pas, en fait, peut-être 6, 7, tu vois, peut-être plus, tu vois. Enfin, tu vois, il y avait
il y avait quand même, c'est un profil plus rare en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait tilt. Je fais, bah écoute, si le profil il est plus rare à l'école, bah, ça veut dire que le profil il sera peut-être un peu plus rare aussi dans le milieu dans le milieu professionnel, quoi. Mais en même temps, comme j'aimais ça, bah du coup, ça fait tilt et en même temps, je me suis pas forcé. Tu vois, j'ai pas fait ça juste pour avoir du travail à la fin, mais c'était c'était le raisonnement autour de ce projet-là. Ça se tient. Hein. Et donc du coup, bah ouais, décor à fond quoi. Et donc c'est marrant parce que je sais pas si vous avez vu le film Moon il y a pas longtemps qui est sorti au cinéma. Non. Moon, bon c'est marrant parce qu'en fait le réalisateur de ce film, il nous donnait des cours aux Gobelins. Et puis bah, lui, après les Gobelins, il m'a dit que bah, lui, il n'avait pas trop kiffé bosser avec moi aux Gobelins parce que finalement, je passais plus de temps à faire le décor derrière l'anime qu'il essayait de nous apprendre qu'à faire l'anime en fait. Et puis bah, il avait eu un bad feeling avec moi quoi. Même si bon, ça c'est cordial. Mais bon, il se disait non, mais il s'en fout de l'anime quoi. Puis c'est qu'après, en travaillant sur une prod en commun, il s'est rendu compte que bah effectivement, ouais, c'était le décor et puis bah du coup, bah, c'est cool comme ça quoi. Mais voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des. Puis il faut avoir l'intelligence aussi finalement quand on travaille, tu vois, de croire dans ce qu'on fait. Et ben moi, j'étais dans une école avec des animateurs. Et ben moi, je commençais à performer dans la couleur et dans le décor. Puis je suis allé à fond là-dedans quoi. Ça m'a bien fait. Je crois que tu as bien fait. Hein. Exactement. Ouais. On peut pas dire le contraire. J'ai une question. Est-ce que le fait que tu aies côtoyé beaucoup de caractère design, donc des mecs qui font vraiment dans le personnage, t'a donné envie de toucher à des logiciels comme ZBrush par exemple? Je sais pas si tu as déjà mis les mains dedans, mais faire de la sculpture comme tu es dans le décor, ça pourrait par exemple. En fait, c'est marrant parce que la 3D en soi, c'est pas un truc qui m'attire. Et puis en fait, dans ma promo, en fait, il y en a beaucoup. Enfin, quand je parle des Gobelins, il y en a beaucoup que ça attirait pas. Et c'est marrant parce qu'on a eu une promo finalement à la fin en 3e année où il y a eu des films en 2D. On n'a pas fait de 3D en fait. Et donc en sortant, je suis un peu resté dans cette optique-là où je me suis dit, bah écoute, la 3D, il y a plein d'écoles qui proposent des formations 3D. Donc plein de gars qui sortent de ces écoles-là, bah, eux ils savent faire la 3D, donc ça sert à rien que moi je me mette à la 3D. J'aurai toujours des gens qui font la 3D autour de moi. Donc moi, j'ai plutôt performé. J'ai plutôt quelque part cherché à me développer dans ma technique 2D, dans ma sensibilité, dans la couleur et tout ça. Puis finalement, ça m'a vachement servi parce que finalement, voilà, aujourd'hui, quand je suis arrivé aux Gobelins, je faisais pas de couleur et en sortant des Gobelins et puis maintenant dans mon parcours professionnel, je me rends compte que cette faiblesse-là, c'est devenu un peu mon point fort et finalement, c'est une super revanche quoi. Et du coup, maintenant, je me manque avec ça. Je fais que de la peinture et ça marche. Je suis super content, quoi. Et ça se fait quand même beaucoup juste pour répondre à... Ouais, attends, je vais venir. Juste pour répondre à la question, finalement, non, la 3D, finalement, ça me donne pas automatiquement envie d'y aller. Donc ZBrush, je vois plein de gars qui en font autour de moi et c'est génial. Mais c'est vrai que la 3D, finalement, ça m'attire pas des masses. Par contre, l'autre fois, là, j'étais au Carrefour avec ma femme et je vois un type qui a des lunettes sur les yeux, là, des grosses lunettes, tu sais, les trucs de HTC, là, Vibe. Oui. Voilà. Et puis il était en train de faire tirer une mamie sur des canards. Et donc la mamie, elle comprenait pas trop. Et il fait, tu veux essayer? Je lui fais, bah écoute, si c'est des jeux, non, parce que moi les jeux vidéo, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. J'aime bien les créer, mais j'ai pas trop de temps à perdre à y jouer, quoi. Mais par contre, je lui dis, est-ce que t'as cette espèce d'outil là où on peut dessiner dans volume là? 3D Paint là. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, ça s'appelle Tilt Brush. Et je lui fais, vas-y, fais-moi essayer ça, quoi. Et là, en fait, j'ai une espèce de je crois que c'est une des expériences les plus folles que j'ai eues dans une technique, quoi. J'ai encore du mal à mettre des mots dessus. Mais le fait de pouvoir dessiner directement en volume, c'était le mix. J'ai trouvé le mix absolument parfait entre dessin 2D et volume, et donc 3D, quoi. Et donc, dans le futur, effectivement, sans pour autant me mettre à la 3D, si je peux peindre en volume, ça, c'est un truc que je ferais sans problème et ce serait hyper kiffant. Le mec, du coup, il me regardait faire et il fait, qu'est-ce que je fais? J'étais bloqué, je savais pas quoi faire. Il me fait, fais une bagnole. Ouais, une bagnole, non, il voulait que je fasse une BM, moi. Non, je vais faire une 2 chevaux. Et j'ai commencé à faire une 2 chevaux, mais genre à taille réelle, quoi. Enfin, c'est dingue. Oh là là, c'est génial. Je lui ai foutu un pare-brise blanc avec des yeux, puis c'était une 2 de Cars. Franchement, j'ai vécu un moment complètement dingue, quoi. Le temps, il s'est arrêté, quoi. Donc, du coup, tu peins, tu te manges les murs et tout. Enfin, c'était mortel. C'était mortel. Donc, la 3D, là-dedans, aucun problème, je kiffe. Voilà, pour répondre à ta question. Oui, j'ai juste une question. Bon, sur ton parcours, ça n'a pas l'air d'avoir posé trop de problèmes, d'être spécialisé, vraiment dans un truc. Mais si tu regardes maintenant les écoles et souvent les offres de boulot, ils demandent que des gens polyvalents, quoi. Donc, t'as pas un peu flippé le fait d'être ultra spécialisé et...
Eh ben, en fait, si tu veux, à un moment, je me suis dit, alors là, c'est le raisonnement que j'ai eu. Je dis pas qu'il est automatiquement bon, mais bon, en tout cas, il m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, il n'était pas si à la masse que ça. Mais je me suis dit, tu auras toujours besoin de mecs qui font de la 2D. Tu vois, tu auras toujours besoin de mecs à la base des films qui peignent, qui dessinent. Et je me suis dit, ok, quitte à tenter le tout pour le tout, j'ai pas envie de faire mon technicien toute ma vie. Moi, j'ai envie de pouvoir raconter des histoires. Et en fait, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et en ce moment, c'est en train de ressortir très fort. Et je suis en train de commencer à travailler mes projets perso avec dans l'optique de les réaliser et de les finir. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai envie de raconter des histoires. Et le meilleur moyen pour raconter une histoire dans un film, c'est être à la base de l'histoire, en fait. C'est de pouvoir créer, de raconter des trucs avec la couleur, dans le concept et tout. Donc, moi, je vais faire ça. Donc, je vais saigner pour ça, quoi. Je vais saigner pour ça. Et puis, ouais, finalement, ça a marché. Ouais, c'était un peu un coup de poker, quoi. Alors. Ouais. Parce qu'en fait, je te demande ça parce que tu vois, nous, typiquement, oui, non, mais aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes les offres de motion designer ou des écoles. Moi, je donne des cours dans une école, tu vois, en spécialisation vidéo. Ouais. Les mecs ont des cours de motion design, ont des cours de son, ont des cours de tournage, ont des cours de montage. Et en fait, au final, ils ont des cours de 8 métiers. Et donc, c'est des gens qui sortent d'école, qui savent faire un peu tout, mais qui aussi, au final, ne savent rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, bizarrement, beaucoup d'écoles sont comme ça. Mais pour moi, ça, c'est des écoles brasse-pognon, typiquement. Une école qui veut te former à tout, te forme à rien. Ça, c'est évident. C'est évident. Et le nombre de... Enfin, moi, j'en ai vu plein des gens qui sortent des écoles, qui ont touché à tout et qui ne trouvent pas de taf. Parce que, en fait, c'est pas qu'ils ne trouvent pas de taf parce qu'ils ont touché à tout. Ils ne trouvent pas de taf parce qu'ils n'ont rien à présenter concrètement. Dans leur book, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, il y a un peu de truc. Ouais, ok, mais tu sais, quand tu arrives... Enfin, moi, tu vois, par exemple, je suis arrivé dans un nouveau studio, là. C'est un gros studio parisien. Je remplaçais mon frère, parce que mon frère, il a pris son congé paternité. Et je le remplace. Donc, bon, ça, c'est hyper cool d'avoir un frère dans le milieu. Tu vois, ça nous permet de se profiler les c'est pas mal. Allez, mec. Je me pose à l'ordi, je commence à peindre et tout. Oui, le réal, on discute un peu, on parle dessin et tout, donc on a le même langage. Derrière, je lui montre un peu ce que je fais. Il est hyper content de voir ce que j'ai fait. Il a vu que ce que je faisais, je le faisais. Enfin, c'était acceptable dans sa manière de voir les choses. Derrière, il a vu ce que j'ai peint, le premier truc que j'ai peint, il me l'a validé tout de suite. Et ok. Tu vois, j'avais des trucs, je suis pas arrivé avec un peu de ci, un peu de ça. Je lui ai dit, moi, je fais ça et je le fais bien. Et je fais ça, je fais que ça, par contre. Okay. Par contre, si tu bosses avec moi, le message que je lui envoie, c'est si tu bosses avec moi, tu vas pouvoir me faire confiance. Dans ça. Vous voyez? Et en fait, c'est un peu la même chose dans tous les métiers du monde. Hein. Ça, c'est les écoles qui n'ont pas compris ça, mais quand tu arrives dans n'importe quelle prod, que ce soit du motion design, que ce soit de la vidéo ou que ce soit du dessin animé, c'est d'abord humain. Tu travailles avec des humains. Alors oui, on a des ordinateurs, mais tu vas parler à ta directrice de prod, tu vas parler à ton collègue, tu vas parler à ton réal. Ces gens-là, ils ont besoin de te faire confiance. Le meilleur moyen pour te faire confiance, c'est qu'ils aient vu ce que tu es capable de produire et que tu le fasses bien. Et ensuite, si tu le fais bien, ils vont te dire, OK, tu es bon à ça, donc on va te mettre sur ce poste-là. Et tu vas pas faire si ça, tu vas te focus là-dessus. Les Gobelins, effectivement, on a fait des films en entier. Donc, on a touché à tous les entre guillemets, à tous les métiers du dessin animé. Mais la formation principale, c'est l'animation. Donc, en fait, on a passé 70% du temps à faire de l'anime. Et après, le reste du temps, c'était décor, compositing, After Effects, Premiere, un peu de 3D par-ci, un peu de 3D par-là, des cours de danse. Ah oui, on a eu des cours de danse au Gobelin. Et tous les trucs qui ont un rapport avec le mouvement. Enfin, tu vois, bon, voilà, c'était assez vaste, c'était très riche et c'était vachement bien. Mais tu as quand même un certain ratio qui est respecté en termes de formation. Et c'était un ratio 70-30, quoi. Beaucoup d'animation et après tout le reste. Mais c'était très orienté anime quand même, quoi. Et les écoles qui ont des ratios un peu égales avec tout, donc plus tu rajoutes des trucs dedans, plus le ratio il reste équitable. Ça veut dire que finalement, tu apprends plein de trucs, mais tu es à 20% de la technique et tu n'avances pas vraiment, tu vois. Et donc, en fait, c'est bien de payer des écoles, mais en fait, en vrai, la formation, elle se fait... c'est ce que je dis à mes aides, parce que je donne des cours de dessin aussi dans des prépas à Paris. Je leur dis systématiquement, je leur dis à l'école, oui, théoriquement, vous prenez des choses, mais vous apprenez réellement, dès que vous rentrez d'école, de 8h à 1h du matin, quand vous commencez à vous cogner le machin chez vous, c'est là que vous apprenez que vous progressez, en fait. Donc, l'école, elle remplacera jamais ton taf perso, quoi. Donc, même si tu es à l'école, il faut toujours garder un peu cette attitude d'autodidacte, quoi, où
tu vas chercher par toi-même parce que une fois que tu es sorti de l'école, si tu veux continuer à apprendre à évoluer, il te faut ces démarches d'autodidacte parce que tu ne seras pas tout le temps à l'école, tu vois. Et tu continues constamment d'évoluer, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a... ouais, carrément. Carrément. C'est obligé. Après, concernant la polyvalence aussi, ça dépend de comment on se projette. Enfin, je veux dire, si on va dans un gros studio comme dans lesquels t'es passé, c'est clair qu'il faut être spécialisé en fait. Après, sur des petites boîtes où on a besoin de travailler dans différents styles de prod, là, on peut être plus polyvalent en étant conscient qu'on est forcément moins bon aussi. Oui, effectivement, tout dépend de la taille du studio, quoi. Après, cela dit, moi je me vends. En fait, c'est marrant parce que quand je fais, par exemple, quand je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude, quand je fais des trucs plus liés à l'animation, ça m'est arrivé, tu vois, sur la saison 1 des Lapins Crétins, je me suis tapé tout le compositing de la saison 1 quasiment. Tout seul de mon ordi, quoi. Ça va. Tout le compositing. Eh ben, ça, t'as jamais vu ça dans mon book, t'as jamais vu ça sur mon blog, j'ai jamais communiqué dessus. Parce que je l'ai fait pour dépanner et j'étais super content de le faire. Et tu vois, et puis c'était marrant parce que du coup, les personnes avec qui je bossais, du coup, elles pouvaient me faire confiance parce qu'elles savaient que je faisais du concept. Mais si tu me foutais derrière After, je faisais le compositing entier du truc. Et ça me faisait pas peur et on se le cognait. Et puis voilà. Donc en fait, ça crée vraiment des liens de collègues, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de me vendre avec ça. Il manquerait plus si je monte ça sur Internet, il manquerait plus qu'il y ait des gens qui me disent ah, on a vu que tu as fait du compositing, tu voudrais pas en faire sur une autre série? Ouais. Ah ouais, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Donc voilà, en fait, moi, je te montre toujours ce que j'ai envie de te montrer. Et si je fais d'autres trucs, je le montre pas. Parce que moi, je préfère que les gens ils soient plus susceptibles de me prendre pour ce que j'aime faire. Et puis au moins comme ça, je m'assure aussi des jours où je vais travailler dans quelque chose que j'aime, quoi. C'est ma garantie, quoi. Non, ça c'est clair. Mais parce que effectivement, t'es excellent dedans. Et peut-être aussi parce que t'es sur Paris, hein. Je pense que ça aide pas mal, ouais. Ça aide beaucoup aussi. Et c'est vrai que bon, c'est quelque chose à faire à un moment donné, mais ça aide pas mal parce que t'es en province, suivant où tu es, t'es vite grillé. Alors après, ça. Oui, mais en même temps, je vois pas trop ce que tu fais en province quand tu veux faire de l'anime. Non, c'est sûr, voilà, mais à ce moment-là, t'es obligé de te rapprocher d'une grande ville. Ouais, mais tu peux travailler de chez toi aussi. Ouais. Au bout d'un certain moment, avec un certain background, les contacts et tout ça, il y en a qui sont posés au fin fond de l'Auvergne et puis qui arrivent quand même à travailler pour le milieu parisien sans problème, quoi. Ça, j'avoue, si j'arrive à le faire, ça peut être pas mal. Ouais. Je t'avoue. Moi, j'avais une question justement pour rebondir là-dessus, vu que toi, tu es spécialisé, tu as l'habitude de travailler sur des gros projets, etc. C'est quoi la vision pour toi? Enfin, comment tu vois notre travail à nous qui sommes plus en général, enfin pas toujours, hein, mais en général indépendants et on travaille sur des projets où on n'a pas le temps de peaufiner autant que vous, avec des grosses équipes et avec autant de performances en fait. En tant que freelance, tu veux dire? Oui, les motion designers freelance qui travaillent sur des projets tout seuls, de petits motion de 1 minute. Mais en fait, tu peux travailler sur un motion de 1 minute en faisant. Ah non, tu veux dire que quand tu es freelance et du coup tu prends des contrats, mais c'est des petits contrats où tu n'as pas le budget pour faire le truc que tu aimerais vraiment faire, quoi. Pas forcément que le budget, on n'a pas forcément aussi les compétences que vous avez. Vu qu'on est tout seul et qu'on doit faire toute la chaîne de production quasiment, je voulais savoir quelle était ta vision, toi, de cela. Est-ce que tu étais frustré pour nous ou est-ce que... Ouais, non, en fait, non, parce que en fait, du coup, il y a un truc que le freelance en train de développer son petit machin dans son coin a et que nous, on n'a pas automatiquement dans des grosses boîtes, c'est une liberté totale. Et ça t'apprend du coup à faire des choix, mais c'est hyper bon ça. C'est hyper bon parce que tu vas te gourer une fois, tu vas passer 10 plombs sur un truc à rattraper ton erreur. Tu vas le faire 2 fois, tu vas le faire 3 fois. Je te promets que tu le feras pas 4 fois, quoi. Et peut-être que quelqu'un qui a fait 15 ans de prod dans des grosses boîtes, quand il va se retrouver tout seul devant sa feuille, peut-être qu'il va recommencer à devoir travailler tout seul comme un petit freelance. Et puis du coup, il va devoir se retrouver un peu la technique, quoi. Et en fait, c'est jamais perdu. Le fait d'être freelance et d'être tout seul, c'est une bonne chose. Pas automatiquement dans l'aspect technique, mais c'est une bonne chose dans l'aspect peut-être plus mental, dans l'appréhension que tu peux avoir vis-à-vis de ton travail et de ta manière de te construire. Je pense que c'est une bonne chose. Cela dit,
quand tu es tout seul dans ton coin, bah, c'est là où tu dois vraiment être hyper au fait de ce qui se fait et puis bah, toujours hyper ouvert sur la formation, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Et sur la formation et finalement, plus de techniques, peut-être parfois moins développées, parce que toutes ces disciplines, ces métiers dont on parle, ça demande quand même pas mal de techniques. Et typiquement, toi, tu bosses sur quoi comme soft? Enfin, on imagine bien, il y a du Photoshop, mais tu dois avoir un panel de soft à dispo suivant l'étape en fait dans le processus de prod. Même pas. Même pas. Même pas. Même pas. En fait, c'est 90% du Photoshop. Ouais. Il y a eu à Fortiche, là, j'ai bossé sur un soft qui s'appelle Mari et qui permet de peindre directement les textures sur l'objet. Mm-hmm. L'expérience en soi, je ne l'ai pas trouvé hyper concluante parce que je me suis dit, autant déplier les UV et puis peindre directement sur Photoshop. Mm-hmm. Parce que sur Photoshop, j'ai tout j'ai toute ma caisse à outils qui est dépliée, donc j'ai plus qu'à faire, quoi. Donc dans Photoshop, c'est marrant parce que juste avant de faire le hangout, là, j'ai ouvert mon Photoshop et puis comme c'est en ligne maintenant, avec les versions CC 2017 là, tu peux répondre à des questionnaires et puis ils m'ont demandé direct est-ce que je recommanderais le logiciel à quelqu'un. Et là, du coup, je réponds physiquement oui. Ne l'utilisant que très peu, donc t'es pas très bien placé. Donc Photoshop. Photoshop à fond. Effectivement, après, je garde pas mal After. After, ça me sert énormément. Pour faire du motion design. Je fais pas de motion design avec autre chose qu'After parce qu'en fait, j'utilise énormément les ponts qui existent entre Premiere et After. Ouais. Parce que je trouve que le pipe est hyper simplifié en fait. Entre Photoshop, Premiere et After, il y a moyen vraiment de tout faire. En termes de vidéo et en termes d'anime. J'ai appris comme ça. J'ai continué à me former, à découvrir avec ce pipe-là, donc je le trouve génial. Et puis, effectivement, j'aimerais bien connaître d'autres softs liés au compositing. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas automatiquement besoin. Pour l'instant, je peux me débrouiller avec ça, quoi. Vous, au Gobelin, vous bossiez avec ça, en fait. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Tu parlais tout à l'heure de Marie, j'ai entendu sur la peinture que tu n'avais pas trouvé. Une fille géniale, une fille très sympa. C'est bien. Je lui ai fait des formes, mais t'imagines même pas un truc. Waouh. Ouais, Marie, je l'ai utilisé qu'une fois. Mais tu disais que c'était parce que t'étais en dehors de Photoshop que ça t'était pas trop paru concluant. Est-ce que tu as pu tester Quixel? Je sais pas si tu as entendu parler de Quixel. Non, en fait, en vrai, j'ai pas le temps de tester tous les softs, quoi. Parce qu'en fait, comme je fais très peu de 3D, là, c'était vraiment ma première expérience dans un soft vraiment 3D, à essayer de faire la 2D directement sur la 3D. Donc, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que finalement, tu peux faire tout aussi bien sur Photoshop, quoi. En fait, l'intérêt de Quixel, c'est de le faire dans Photoshop à la Marie. En fait, tu as un modèle que tu vois et tu peins avec tes brushes de Photoshop. Tu avais les antennes dans Quixel, quoi. Mais c'est mortel, ça. Vas-y, tu dis que ça s'appelle comment? Quixel. Putain, je vais me le marquer dans un petit coin. Ça s'appelle le partage, les amis, sur Internet, c'est important. Voilà, il suffit de partager à des gens, là, ils vont récupérer. Je pense que depuis le début de cette formation, on apprend plein de choses aussi de son univers à JD. Et c'est super intéressant. Tu peux me les player, Quixel? Quixel. .se. Et de toute façon, on va mettre le lien dans le. Et en plus, c'est pas cher et c'est une petite boîte qui est à fond apparemment, donc c'est cool de. Ouais, alors par contre, c'est PC only. Hein. Et j'ai vu que tu étais sur Mac, donc il faut. Oh, comment il casse un délire! Je suis Mac user. Non, mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait une Surface Pro qui arrivait bientôt. Ouais. Ça, pendant qu'on est dans les. T'as testé un peu la CC 2017 qui est sortie hier ou? Non, moi je suis sur la 2015, mais en fait je suis arrivé sur la 2015 il y a 2 semaines, quoi. Donc déjà, je suis en train d'apprendre en main. Bon, on a la Premox qui est toujours sur CS6. C'est notre. C'est le cœur, voilà. En fait, comme je donne des cours, j'ai pu avoir un tarif réduit sur la CC 2015, donc j'ai sauté dessus, quoi. Du coup, au lieu de payer 50 balles par mois, je paye 20 balles en tant que prof, donc c'est pratique. Mais du coup, t'as la 2017 aussi, du coup. Bah ouais. J'ai pas mis à jour. Ouais, voilà, c'est sorti hier aussi, on peut dire. Donc, faut que je me mette à jour. Est-ce que tu utilises des outils particuliers pour la couleur ou c'est au feeling? Ah, tu veux dire dans la recherche des teintes? Ouais. Alors, il y a un truc qui est magique dans Photoshop qui s'appelle la pipette.
Je crois que c'est l'outil principal que j'utilise. Non, c'est pas. Bon, ça dépend. J'ai plusieurs process. Des fois, je vais concevoir une image sur la base de la lumière. C'est-à-dire que j'ai une image en tête, mais c'est plus un concept autour d'une direction de lumière forte et puis Une ambiance. une ambiance et une silhouette forte. Donc là, à partir de là, je vais juste essayer dans ma tête de comprendre comment la lumière elle va diffuser dans la pièce, par où elle arrive et sur quoi ça va taper. Et là, en fait, je vais commencer directement à le peindre. Cela dit, des fois, je me dis, j'aimerais bien peindre une image, mais j'aime bien une certaine gamme de couleurs que j'ai vue dans une photo. En fait, je vais prendre ma photo, je vais me faire un petit effet mosaïque sur, mettons sur Photoshop, et en fait, il va me, ouais, entre guillemets, il va me pixeliser l'image très 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 fort jusqu'à sortir, on va dire les 50 teintes principales de l'image, quoi. Et encore 50, en fait, des fois il y a plusieurs fois la même dedans, mais en gros, j'ai plus qu'à venir piper dans ces couleurs-là, et puis redistribuer sur mon image, et puis une fois que j'ai redistribué un peu mes couleurs, je vire mon truc, et puis j'ai plus qu'à repeindre par-dessus, quoi. Et tu utilises Kuler d'Adobe ou pas du tout? Le truc de palette. Vas-y, ça m'intéresse, c'est quoi? Kuler, K-U-U-2-L, non, K-U-U-L-E-R. C'est intégré dans Photoshop et tout maintenant, je crois. Ouais, c'est tout intégré, ouais. K-U-L-E-R. C'est Kuler le nom là, c'était sûr? En fait, à la base, ça maintenant, non? Ouais, c'était plus ça. Ouais. Mais là, au début, ça s'appelait Kuler, donc moi je suis un peu vieillot. Et ça s'appelle comment maintenant? En fait, c'est Adobe Color, je crois. Adobe Color, ouais, exactement. color.adobe.com. Et du coup, tu vas pouvoir faire tes palettes. Ouais. Tu peux créer des palettes de 5 couleurs et surtout, en fait, tu peux partager des palettes avec ta communauté, avec la communauté. Du coup, tu as des milliers de palettes qui sont déjà préfaites sur différents thèmes. C'est plus des outils web, non? Non. Je sais pas, justement, c'est pour ça que je couleurs, demandais. Après, c'est vrai qu'après, ça reste des palettes de 5 couleurs, donc ouais, c'est plus ouais, mais ça peut te faire tes teintes principales. Après, tu déclines la teinte, la saturation, tout ça. Il faut pas croire quand tu crées une image, tu pars toujours en gros de trois couleurs principales, quoi. Et puis après, c'est que du travail des teintes et puis tu recommences à redistribuer d'autres couleurs, mais tu pars d'une base simple à la base, quoi. Quand même. Et justement, est-ce que tu utilises des règles ou tu le fais à l'instinct? Non, en vrai, j'ai un gros problème de méthodologie, dans le sens où, en fait, j'aime beaucoup l'expérimentation, et donc je me force tout le temps à faire des images et à pas automatiquement, à pas refaire systématiquement le même process, parce que en fait, j'aime beaucoup laisser l'accident arriver pour pouvoir créer par-dessus l'accident, en fait, tu vois. Et donc, du coup, en fait, je suis tout le temps en train de partir d'un truc, de peindre par-dessus, d'aller dans une direction, puis à un moment, je vais faire un truc qui me plaît, mais c'était pas du tout dans ce que je voulais au début. Et je me dis, ok, tant pis, c'est arrivé, j'aime bien, j'oublie ce que je voulais faire avant, puis je pars dans une nouvelle direction, tu vois. Alors des fois, ça peut me poser un peu de problème, surtout en prod. Alors en prod, je suis obligé un petit peu de me cadrer, mais ouais, quand je suis tout seul chez moi, ouais, vraiment, j'aime vraiment ça, quand t'as un petit peu le hasard qui vient mettre un truc que tu n'avais pas automatiquement choisi, quoi. Tu vois, ça m'arrive souvent, par exemple, quand je fais une ligne, puis à un moment, je fais, j'aime bien les couleurs, mais j'aimerais bien aller chercher d'autres couleurs. Je vais faire des dégradés de maison. Je vais prendre 3 couleurs qui se complètent un peu, mais qui sont quand même bien éloignées sur le spectre, quoi. On va genre des complémentaires et tout. Je me fais des gros dégradés sur mon image, et puis après, avec les masques de fusion Photoshop, je les fais défiler. Vous voyez ce que c'est, les masques de fusion sur Photoshop? Ouais, bien sûr. Je les fais défiler sur mon image, et je regarde pas l'image en entier, en fait. Je regarde plutôt plusieurs zones de l'image en même temps, et je regarde ce que ça produit, tel dégradé à tel endroit, en fonction des masques de fusion. Et puis dès que je vois un truc qui me plaît, hop, je vais sélectionner le machin, je vais le redétourer, je vais l'intégrer, et puis je vais faire ça plusieurs fois dans l'image et puis bon, après, évidemment, il faut un peu d'expérience pour pas tomber dans un machin arc-en-ciel, quoi. Et du coup, il y a des moments où tu es obligé de faire des choix drastiques pour revenir à quelque chose d'efficace, parce que c'est le meilleur moyen de perdre son efficacité aussi dans ton image. Tu vois. Donc le but quand même, c'est toujours d'avoir une image finie et puis qui fonctionne. Mais disons qu'il y a plusieurs chemins, quoi. Le but, c'est de toujours retrouver le bon chemin à la fin, mais j'aime bien prendre plusieurs chemins qui amènent à différents endroits, quoi. Je trouve que moi, c'est un truc, ouais, je suis assez accro à ça, ouais. Et quand tu penses tous tes concepts, tu les mets en place, mais dans tout ça, derrière vient aussi l'animation. Alors bon, t'es animateur aussi, t'as appris à faire de l'animation, apparemment t'en fais.
c'est pas ce que tu fais le plus aujourd'hui. Et comment tu vas penser tu t'en fais rarement aujourd'hui, mais comment tu vas penser en fait ton graphisme, ton illustration, ton perso, je sais pas, pour ça, pour l'animation derrière, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être certaines règles qu'il faut pas oublier, mettre en place. À partir du moment où tu as de l'anime, en parlant de dessin animé, mais mettons sur une illu, tu fais une illu, puis l'illu tu l'aimes bien, et puis en fait tu peux dire que tu peux en faire une petite vidéo par exemple. En fait, comme l'illu et l'animation, c'est deux trucs complètement différents, c'est pas les mêmes règles de mise en place. Donc en fait, c'est complexe de partir d'une illu pour l'animer ensuite. Tu en as toujours qui font un peu d'expérimentation, qui font des trucs, et puis en général, ça peut être intéressant, quoi. Mais effectivement, si je veux faire bouger le truc, c'est pas le même process que si je voulais faire une illu. Sur une illu, je suis beaucoup plus libre. Tu as une feuille blanche, et puis tu mets dessus, puis tu fais monter ton machin. Alors que l'animation, l'animation pour l'animation, c'est pas intéressant. Moi, comme je te disais, j'aime bien le décor, j'aime bien la réalisation, donc j'aime bien quand il y a d'abord un mouvement de caméra qui raconte un truc, et puis dans ce mouvement de caméra, donc du coup, tu as tout ton décor qui est écrit en fonction de ce mouvement de caméra pour accompagner le mouvement. Puis une fois que tu as accompagné le mouvement, il fallait quand même penser un peu à ce que va faire ton personnage dedans. Puis alors, quels sont les points d'intérêt dans ton image, tu vas de où vers où. Alors du coup, il y a un squelette en fait. Il y a un squelette à ton image animée qui s'appelle le layout. Oui, bien sûr. Et le layout, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Et tu te bases, donc c'est ça, tu pars d'un storyboard, d'un concept, etc., mais tu as toujours un storyboard sous les yeux. Oui. Et du coup, tu participes au storyboard directement, peut-être? Non, moi je fais pas de storyboard, c'est vraiment un métier à part entière, en fait. Ouais. Par contre, c'est marrant parce que tu as plein d'animateurs qui, en sortant des Gobelins, font de l'anime, et puis au bout d'un moment, ils vont vers le storyboard, parce que je trouve que le storyboard, c'est un peu quelque part la concrétisation d'une démarche de réalisation dans le mouvement, en fait. Et comme les mecs, ils aiment le mouvement et tout, faire du storyboard, commencer à placer les caméras, penser le mouvement des personnages avec les mouvements de caméra. Du coup, les animateurs, ils ont un truc avec ça, quoi. D'ailleurs, tu vois, des mecs comme Genkin et tout ça, là, ces gros animateurs de Disney, là, maintenant, ils animent plus trop, mais ils continuent un petit peu, mais ils font surtout de la réal ou du storyboard, quoi. Ils sont hyper à l'aise avec ça, quoi, c'est sûr. C'est ça. Alors, le story, c'est un métier à part entière, avec ses règles et avec ses lois, entre guillemets. Après, voilà, tout le monde joue un peu plus ou moins avec, mais c'est encore une autre démarche. C'est une autre démarche, mais alors, donc, du coup, toi, tu prends un storyboard, tu fais un layout. Typiquement, moi en prod, je vais récupérer le storyboard par exemple et faire de la couleur par-dessus, quoi. Ouais, typiquement. Quand tu veux faire de l'anime, tu pars du storyboard, c'est sûr, mais après, tu as toute une autre passe qui est la passe de layout, justement, où tu vas commencer à créer tes cadres. Moi, tu vois, sur Photoshop, je crée mes cadres, mes mouvements de caméra, je mets un cadre, le cadre A ici, le cadre B ici. Je sais que mon mouvement de caméra, il va faire ça. Hop, je vais commencer à composer mon décor. Je me dis, dans mon décor, en fait, je veux du rythme. Donc, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont passer très vite devant la caméra parce qu'on est dans un univers, c'est pas de la 3D, mais en 2D, il faut donner un peu l'illusion de la profondeur du mouvement, tout ça. Donc, il y a de la parallaxe. Donc, hop, il y a des choses qui vont passer très vite devant, mais du coup, je veux quand même qu'il y ait de la perspective. Je veux créer toutes ces choses qui font qu'on se retrouve dans un univers logique, mais où il y a du rythme. C'est intéressant ça, tu vas placer dans ton espace de travail Photoshop, dans ton document, ton premier cadre, ton deuxième cadre en fonction de la direction, et tu vas aller peindre comme pour lier en fait les deux en fonction du move, c'est ça. Ouais. C'est hyper cool. Et après dans After Effects, t'as plus qu'à mettre ton cadre là dans ton cadre normal, quoi. Puis après tu fais bouger ton machin. Mais bon, comme After Effects c'est génial et que du coup ça c'est venu mettre fin à cet énorme outil qu'on appelle un banc-titre. Alors, je sais pas si vous connaissez ce que c'est un banc-titre, mais à l'époque en fait on avait des espèces de machines gigantesques dans les sous-sols avec une caméra qui était fixée au-dessus comme ça. Et puis t'avais des plaques de plexiglas dans tous les sens, et puis t'avais le décor, le plexiglas de l'anime qui venait se mettre par-dessus, hop, tu prenais la photo, t'enlevais, enfin bon, c'était un truc de dingue. Tous nos vieux Disney étaient faits avec ça. Et puis After Effects, ça te permet de faire ça dans ton ordi, quoi. Et puis alors, du coup, moi, maintenant, ce que je fais dans After systématiquement, c'est que j'ai vraiment des caméras 3D avec mes layers en 2D, mais placés dans un univers 3D. Puis j'ai plus qu'à faire bouger ma caméra dedans. Puis ça va te créer l'illusion de la parallaxe du volume, quoi. Bien sûr, donc tu vas penser sur Photoshop tes différentes couches en fonction de ça aussi. Exactement. Tes différents plans avec la caméra d'After, c'est fait à la mano ou tu utilises des scripts comme Multiplane ou des trucs comme ça? Toi, j'ai l'impression que tu es le geek de service.
C'est notre technicien. C'est vraiment trop drôle. À chaque fois qu'il y a une question, c'est hyper ciblé technique. Je trouve ça vraiment trop fun, quoi. Mais c'est hyper important, les mecs comme ça, dans une prod. Non, moi, je suis à tout la mano. Ouais. C'est vraiment je travaille moi, j'ai un peu ce côté feeling. Je suis très au feeling, moi. Quand je passe mes calques et tout, c'est jamais de la mathématique. C'est toujours, ce calque, je vais le mettre là-bas, celui-là, je vais le mettre là. Je fais bouger la caméra. Je pense que là, il serait mis un peu plus près de la caméra. Hop là, ouais, ça me va mieux. Enfin voilà, puis je les place au fur et à mesure comme ça. Ouais. Tout au feeling, quoi. Donc t'es le genre à passer une demi-journée pour 3 secondes de mouvement de caméra, quoi. Alors, une demi-journée, c'est peu dire. Hein. Oui, enfin, validé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais. En fait, le mouvement de caméra, en fait, la caméra, en fait, plus elle est bien, moins tu la vois. Et la caméra, dès qu'elle a le moindre pétouille, le moindre truc qui marche pas bien, tu vois tout de suite qu'elle est pas bonne, quoi. Avec la caméra, c'est un truc, ça, personne se rend compte à quel point c'est complexe à mettre en place. Ça, C'est une vraie cam, quoi. C'est de l'expérience. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est l'œil et l'expérience que. Ouais. C'est ça. Mais même moi encore, quand je mets des caméras, des fois, j'ai un mouvement en tête, j'arrive pas à le faire, quoi. Ça me prend la chou, quoi. J'y passe 3 plombes à avoir le bon mouvement. Alors, en général, le secret, c'est de virer les clés et d'avoir la courbe la plus simple possible. Et là, t'es sûr que ça fonctionne. En général, je supprime tout et je recommence. Non, mais c'est peut-être très con, hein, comme technique, mais je vois que quand je galère, comme tu dis, où je supprime les éléments, où je supprime tous les clés et je refais tout de zéro parce que tu t'acharnes sur un truc qui marche pas, au final, ça sert à rien, quoi. Plus tu le complexifies, plus ça se sent. C'est ça. C'est ça. Et quand vas-y. Non, j'allais changer un peu de. Je t'en prie. Non, c'était. Je voulais savoir si t'avais déjà testé le mapping, en fait. Ah, le caméra mapping. Ouais, le caméra mapping. Ouais, plein de fois. À Fortiche, ils font que ça. Donc c'est vrai que ça, c'est une. Les trucs sur mon blog là, les trucs où il y a Nice. Je sais pas, on rigolait avec ça. Hein. Non, Cannes, pardon. Cannes ou Nice? Non, c'est Cannes. Non, c'est Nice. Les chaises bleues, c'est Nice. D'accord. Pardon. Du Attention. Coup, du coup, ça, c'est que du caméra mapping. Et tout ça, là, c'est, on n'a pas directement sur de la 3D, en fait. Et ça change un peu de ton workflow ou ta technique ou pas du tout? Non, pas du tout. Il faut juste respecter les volumes, mais sinon, on peint pareil. Et comme c'est projeté, toi, tu as peint normalement, quoi. Puis après, le but, c'est ça, hein, c'est que tu peins normalement, puis après, tu projettes et ça fait de la blague, quoi. Bon, on a notre expert Greg en mapping. Voilà, après, c'est la technique caméra mapping, c'est la profondeur sur des images en 3D. On est plus de la vidéoprojection, là. Ouais, mais bon, j'imagine que c'est assez proche comme technique, quoi. On fait du caméra mapping, on en utilise pour mettre en volume à partir des photos, ça aide pas mal. Pour de la vidéoprojection, du coup. Yes. C'est pas bien ce que vous faites, en fait, en vrai. Ça serait marrant, du coup, que tu nous envoies dans ton Photoshop. Tout à l'heure, tu étais en train de nous expliquer comment tu réfléchissais, comment tu procédais. Et on sait que tu nous as préparé peut-être une de tes petits projets perso. Ça, tu peux lui partager un écran. Ça peut être sympa. Il y a combien de personnes qui suivent sur YouTube là? On est 7500, donc sans pression. Non, ça varie d'une dizaine à 20, je crois. Voilà. Ils sont gentils à être en direct. En général, c'est l'émission qui se regarde après, mais là, il y a des gens, c'est sympa. Combien on est là? 15, 14. 30, 20. Moi, je monte mon Photoshop à 20. Il faut aller choper les copains. Vous avez entendu, les gars? Alors, je vais vous partager mon écran. Ça marche? Yes. Ok. Un peu. Alors là, vous avez là? On a, nickel. Ah, on a. Oh, c'est beau. Ok, nickel. Alors, allons-y. Oh, les élèves sages. Les élèves sages. Donc ça, c'est un petit peu le step by step d'une illustration que j'ai fait récemment. Donc je suis parti d'une feuille blanche. Et donc là, en fait, moi, mon idée, c'était de faire une île. Puis sur cette île, il y a une espèce de petit village, quoi. Ok. Donc j'ai commencé à poser mes volumes. Je vais prendre mon. Est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Ouais, on voit ta souris. Ok. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà les lignes de force. En fait, ce qui va se passer, c'est que le truc que je voulais travailler un petit peu mieux, c'est cette partie-là. Là, c'est la partie village. Et puis, moi, je voulais que nos yeux, ils aillent là-dedans.
J'aime beaucoup ça. Mais en fait, Mhm. pour amener les yeux ici, en fait, du coup, je me suis amusé à créer des espèces de formes, des formes graphiques de rochers qui ramènent toujours vers le bas comme ça. Et tu as une espèce de ligne de force, hop là, qui descend comme ça et qui te fait tomber les yeux sur ce village. Donc en fait, où que tu regardes dans cette partie de l'île, hop, tu arrives sur le village en fait. Tu vois, en fait, le phare, les maisons et tout ça, c'est toujours inscrit dans une dynamique de ramener l'œil vers là. Et en fait, ça, c'est de la technique de layout, hein, tout bêtement. Mais c'est typiquement le genre de truc qu'on fait en layout, en fait. C'est comment on contrôle l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu es tout le temps en train de regarder les éléments, c'est cool, mais si tu veux, à chaque fois que ton œil glisse, ben, il va toujours ramener là où je veux que tu ailles. Là où j'ai complètement foiré, c'est dans cette partie-là. Là. Cette partie-là, elle te ramène là. Là, tu vois, quand tu regardes ici, là, ta tête, tu as trop de choses ici. En fait, ton œil, il est bloqué là. Il va pas jusqu'à dans le village. Mais bon, ça, c'est des choses que je règle au fur et à mesure. Comme je m'en rends compte et que je le sais, je retravaille dessus au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai posé ce petit dessin, bon là je me dis ok, tiens, je vais partir avec ça, j'ai pas besoin de le monter plus parce qu'après j'aime beaucoup quand je me mets à peindre, j'aime bien avoir quand même de la liberté. Bah ouais, j'ai fait une maison comme ça ici, mettons, mais quand je peins, bah, très régulièrement je me dis bah non, de toute façon je sais que je vais pas automatiquement le respecter, puis je vais changer le design au fur et à mesure parce que j'aime bien que mon image elle évolue en même temps que j'avance. J'avais quand même besoin tu vois, de préciser certaines choses dans mon image. Bon, alors ça, là, le calque que je vous montre, c'est un calque, il y a eu quand même pas mal d'allers-retours. Alors, c'est pour ça qu'il y a des éléments qui sont un peu flottants et tout, parce qu'il y a des trucs qui ont disparu, qui sont revenus, qui ont été rajoutés, qui ont été bougés. Il y a eu des sélections faites. Voilà. Mais donc, les zones un petit peu plus précises au niveau architecture et tout ça, ben voilà, je les ai précisées, tu vois. Une fois que j'ai ça, je me dis, bon, ça marche. Okay, j'ai rajouté mon espèce de petit bateau là. Enfin, tiens, un espèce de bateau posé sur la terre ferme, c'est rigolo. J'ai plus ou moins mes concepts de fenêtres, ma petite tour, mes petites fenêtres dans mon toit. Bon, là j'ai un univers qui me parle un peu. Hop, j'ai commencé à venir poser de la couleur. Et en fait, la couleur, tu vois, je la pose comme ça. Je crois qu'on l'a. Ah, ça y est, elle arrive. C'est bon. Voilà. Et donc en fait, bon là pour cette image-là, j'ai procédé comme ça. C'est pas tout le temps comme ça que je procède, mais là en l'occurrence, j'ai procédé comme ça parce que j'ai vu un gars faire ça à Fortiche et ça m'a hyper inspiré. Et je me suis dit, ah, purée, mais il se prend pas la tête, c'est vraiment trop bien. Donc moi j'ai essayé de refaire un petit peu ça personnellement. Et ça sert à ça de travailler tout seul chez soi. Ça permet de s'approprier un petit peu des techniques et puis de les digérer. Et donc du coup, voilà, je reviens avec des brushes très dures. Ça se voit très bien dans les nuages. De roche très dure, et là je vais commencer juste à poser ombre et lumière. Paf, 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 paf. Et les broches molles, moi je les utilise en dernier en fait. Okay. Je vais surtout. Quand tu dis broche mot. Alors les broches dures, c'est les broches qui ont des contours très marqués. Ouais, ça ouais. Et les molles, donc ça va être. Et les molles, c'est les côtés aérographes. Mm-hmm. Tu vois, c'est les broches qui te font pas un trait net, quoi. Et donc là, je commence à distribuer un peu de la lumière. Je me dis, bah, tu vois, cette partie de là, je voudrais une partie dans mon île qui est dans l'ombre. Mm-hmm. Je me dis que mon soleil, il est à gauche là-bas, là. Et puis la lumière, elle descend comme ça, pouf, elle vient taper mon rocher, et puis elle vient taper un peu dans mes maisons. Donc en fait, tout de suite, ce que je m'amuse à faire, c'est distribuer des pets de lumière. Parce qu'en fait, bon, bah, si on fait du décor, c'est surtout pour peindre de la lumière, en fait. Parce que la lumière, c'est passionnant, tu peux vraiment tricher, t'amuser dans tous les sens. Donc du coup, bah, tu vois, j'éclaire juste le haut du toit. Là, je me dis, bah, tiens, je vais mettre une ombre portée sur le toit, ça fait quelque chose d'assez graphique, j'aime bien. Bon, je dis pas que c'est automatiquement la bonne solution tout de suite, mais j'essaie d'avoir une approche assez ludique quand je peins, et je cherche d'abord à m'amuser, quoi. Donc, bah, tu vois, je vais revenir mettre des pétouilles de lumière là-bas. Bon, voilà. Je m'amuse comme ça, je distribue. Tu vois, la lumière, la maison, elle est claire, est là, puis elle est dans l'ombre. Et puis, bon, mais comme on est dans l'ombre dans cette île là-bas, bah, je vais essayer je vais tricher, je vais mettre de la perspective un peu atmosphérique. Alors qu'en fait, bon, bah, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir de la perspective atmosphérique à ce niveau-là. Mais bon, bah, on est en 2D, on fait ce qu'on veut. Allez hop, moi je vais en mettre, tu vois. C'est ça qui est beau. Et puis au bout d'un moment, bah, tu vois, je commence à trouver des teintes dans mes rochers que j'aime bien. Tu vois, ma contre-lumière, elle est un peu bleue, c'est mon ciel qui vient se refléter dans les ombres. Alors bah, là, tu vois, j'ai un truc qui se passe bien ici. Donc, tu vois, par exemple, ce truc-là, une fois que je l'ai trouvé, bah, en fait, je vais le réutiliser un peu partout dans mes rochers. Tu vois, mais bon, là, tu vois, je l'ai trouvé là, par exemple. Tu vois. Là, par exemple, là, je l'avais pas. D'accord. Là, mon ombre, je l'aime bien. Tu vois, je retrouve une espèce d'irradiation un peu plus rouge dans mon rocher, mais en même temps, bah, j'ai le bleu, j'ai quelque chose un peu plus froid dans mes ombres, et ça, j'aime bien. Là, je ne l'ai pas du tout, tu vois. Mais bon, ça sert à ça. Ça sert à ça de distribuer des pétouilles de couleurs, et puis on essaie de trouver ce qui fonctionne, quoi.
J'avance, puis à un moment, plus ça va, puis je me rends compte que je galère sur ce rocher-là. Tu vois, ce rocher, le design, en fait, il est mou. Et en fait, ça me parle pas, ce rocher, je l'ai dessiné comme ça. En fait, j'avais dessiné un truc beaucoup plus graphique. Tu vois? Oui, oui. Et en peindre par-dessus, je me suis rendu compte que je l'avais ramolli. D'accord. Je l'avais ramolli, et puis ouais, on dirait un espèce de gros caca, là. Donc ça me parle moins. Et donc je me dis, ah bah tiens, je vais venir taper dedans, puis je vais redessiner un truc, tu vois. Quitte à pas respecter ce que j'ai dessiné au début. Ouais. Et donc je me dis, tiens, je vais revenir avec un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Et hop, tu vois, je viens avec un rocher qui est beaucoup plus dessiné, beaucoup plus cassé, enfin un truc qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Et je me dis comme ça, mon île, elle prend un peu en caractère et en identité. Et dans un projet où il y a plein d'îles, eh ben, ça peut être sympa que chaque île, elle ait des formes un peu reconnaissables. Comme ça, on les différencie bien les unes des autres. Donc voilà. Après, je me dis, purée, j'aimerais bien que dans mon village, ben, en fait, il y a des systèmes de garde. Enfin, tu vois, que le village, il devienne un peu plus fortifié. Enfin, je sais pas, qu'il racontait plus d'histoires dans ce village-là. Donc je me dis, ah, ben, je vais mettre une tour là. Puis je me dis, ben, en fait, en vrai, il devrait y avoir plusieurs tours. Il peut pas y en avoir qu'une, même si une, c'est sympa, ben, elle est assez anecdotique. Donc plutôt que d'en faire une, je vais en faire plusieurs. Et puis du coup, ça va me permettre de mettre de la perspective dans mon île. Donc ça, dans mon process, déjà, je l'ai en tête. J'en ai mis une et en fait, je sais que je vais en mettre plusieurs. Après, eh ben, il faut trouver les bons endroits pour comment les mettre pour qu'on comprenne la perspective et qu'on comprenne que l'île, en fait, elle est un peu grande et que bah, du coup, ça va un peu plus, on va dans profondeur dans ce style-là. Et du coup, c'est ça. Comment je vais raconter des histoires, comment je vais donner la vie, en fait, à ce village, sans mettre de personnage. Déjà, l'île en elle-même et le village en elle-même, c'est un personnage en soi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Et je commence à essayer de chercher des couleurs. Bon, voilà. Je continue à avancer. Et donc, du coup, ben voilà, l'image finale, c'est ça. L'image finale. Et en fait, là, c'est mortel. C'est de la transpiration. C'est de la transpiration. Alors, tu vois, j'ai remis mes tours. Tu nous rassures, là, c'est de la transpiration. Tu m'étonnes, c'est top. Bah oui, elle est top, la tour sur le rocher. Incrustée dans le rocher. J'en ai mis une grosse là, tu vois, j'en ai mis une grosse là. Puis, il y a celle que j'avais mis au début, puis j'en ai remis une autre. Et puis. C'est tellement détaillé, ouais, je sais pas. Il a pas les mots. C'est bien ça. Tu zoomes ou pas quand tu travailles? Oui, je zoome un peu. Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut pas trop zoomer parce que quand tu zoomes trop, tu as tendance à peindre énormément de détails à l'endroit où tu as zoomé. Et quand tu dézoomes, en fait, tu perds une logique en 2D. Il y a une logique qui se fait plus sur où est-ce que tu veux regarder avec tes yeux, tu vois. Donc du coup, bah voilà, il faut pas trop zoomer. Puis des fois, j'ai peint trop de trucs à des endroits. Alors, bah, je reviens mettre des gros coups de broche dedans pour garder le côté impressionniste, sans rentrer dans trop de détails, quoi. Parce que ça reste de la 2D, c'est pas de la 3D. Hein. Donc bon, voilà, on triche. Et la mer, je trouve le rendu de la mer, je trouve vachement cool et c'est pas forcément détaillé, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. C'est l'impressionnisme. Hein. Moi non plus, j'avais pas envie de me prendre la tête à peindre une vraie mer parce que, attends, je suis pas là pour faire du photoréalisme. Donc, souvent dans la 2D, ce que j'aime, c'est ça, c'est essayer de trouver une synthétisation. Comment tu synthétises quelque chose pour que ton œil, il va tout de suite comprendre que c'est de l'eau, que c'est du rocher ou que c'est du bois, alors qu'en fait, c'est que de la couleur et un coup de broche, quoi. Tu vois? Comment tu synthétises? Et bah, du coup, voilà, tu vois, donc en fait, dans les rochers, j'ai pas automatiquement trouvé des formes de vrais rochers, tout ça, mais j'ai juste des choses hyper graphiques, des coups de broche, des accroches de lumière qui font que, bah, ouais, on va se dire, bah, c'est du rocher, on va pas se poser la question vraiment de ce que c'est d'autre. C'est logique, ça fait rocher. Mais en fait, c'est ça fait rocher, mais c'est pas du rocher. J'ai pas pris le temps de peindre du rocher, tu vois. C'est comme dans ma pierre, là, bah, tu dis, bah ouais, on sait que c'est une pierre avec la couleur et les petites formes. Mais en fait, en vrai, bah, tu vois, c'est des coups de broche très durs. Mais, ça donne l'impression que c'est du rocher. Il y a une telle impression de volume dans tout, même je regarde tes nuages, c'est comme tu dis, hein, tu vois hein, que c'est t'as l'impression, quand tu regardes en détail, que c'est grossier, mais quand tu regardes le truc, c'est tellement convaincant. Ah ouais, merci beaucoup. Moi j'ai une question. Ouais. Tu lises un peu... Moi, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup au feeling, mais tu sais, les règles un peu à la con, genre la règle des tiers et compagnie, où tu vas... Non, effectivement. Alors oui, non. Tout ce qui est règle un peu comme ça, tu sais. Tu as des règles de composition. Les règles de composition, ben, en fait, on les apprend, mais en fait, au fur et à mesure de l'expérience, tu te rends compte que ces règles de composition, tu joues avec, et après, tu les utilises, mais comme tu les as digérées, tu te rends pas compte que tu les utilises, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'au tout début, quand je travaillais, ben, je rentrais dans énormément de systématisme.
dans mes images, en fait, si je commençais à regarder entre guillemets le squelette de mon image, je me rendais compte que j'avais des choses extrêmement mathématiques. En fait, tu vois, si je commençais à découper mon image, je me rendais compte que ma bande de terre et ma bande de maison là, ben, elles ont exactement le même volume, et qu'en fait, il y a plein de volumes qui se répondent. Ma montagne, elle a le même volume que ma maison au premier plan. Bah, c'est pas logique. Et en fait, tu te rends compte qu'au début, bah, ton cerveau, il systématise les choses, et quelque part, il est rassuré là-dedans. Et tout le délire de la 2D, tout le délire du décor, et tout le délire du storyboard, et tout le délire de la peinture en général, c'est ça, c'est de déstructurer ta méthodologie, de déstructurer ton systématisme pour rentrer dans quelque chose qui est plus de l'ordre du chaos, et de comprendre que l'univers, en fait, il n'est pas régi automatiquement par des règles mathématiques, enfin, en termes visuels, mais plutôt un amoncellement de choses qui vient se répondre, en fait. Et donc, du coup, en fait, c'est comment tu retrouves, en fait, cette espèce de hasard qui fait que les choses s'articulent et qu'elles deviennent logiques et reconnaissables, alors qu'en fait, elles obéissent pas à des règles absolues de mathématiques. Donc, en fait, ça m'a pris, sans mentir, ça m'a pris 1 an et demi pour m'en débarrasser. Hein. D'accord. Ah ouais. Et même aujourd'hui, j'arrive à jouer avec de plus en plus, mais tu vois, si j'analyse mon image, je peux retrouver des systématismes encore. Et c'est un travail d'une vie. Hein, je pense que c'est lié à tous les métiers créatifs, même les musiciens, etc. Ouais, complètement. De se débarrasser des règles. Mais c'est ce qu'ils disent, il faut les apprendre pour mieux les contourner et les briser. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, c'est vraiment des trucs que tu fais sans t'en rendre compte au début quand tu dessines. Tu structures les choses, mais c'est quelque chose d'inconscient. C'est ton cerveau qui structure les choses d'une certaine manière. Et puis une fois que tu mets le doigt dessus, au début, tu le vois pas, tu dessines, tu sais pas trop pourquoi ça marche pas, mais tu continues à avancer. Puis moi, tu vois, quand j'ai mes élèves et que je leur mets le doigt dessus, je leur dis, bah, tu vois, regarde, si on oublie, tu vois, je prends le dessin, je le mets à l'envers, comme ça, on oublie ce qui est dessiné. Puis avec mes doigts, en fait, je lui montre des espaces et je lui dis, tu vois, tu as tel espace qui est exactement le même ici, ici et ici. Et ton espace de poutre ici, c'est exactement le même que ta fenêtre, que ton canapé et que ta table. Et en fait, tu te rends compte que le cerveau, il synthétise et il structure les choses extrêmement mathématiquement au début. Et tout le but, justement, c'est que il faut se libérer un peu de ce conditionnement un peu. Alors, c'est hyper intéressant, mais quand tu mets le doigt dessus, en général, l'artiste, il a 6 mois là où il déprime parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, et il le voit systématiquement. Puis quand il croit qu'il s'en est sorti, je reprends son dessin, je le retourne, et en fait, il a déplacé le problème ailleurs, mais il s'en est pas débarrassé, tu vois. C'est long, du coup, c'est ça qu'on comprend, quoi. C'est très long. Ça fait 6 mois et il te reste 1 an. C'est ça. mais bon, voilà. C'est intéressant. Au bout d'un moment, avec l'expérience, tu arrives à t'en défaire. Puis finalement, tu crées des méthodologies qui te permettent de penser l'image autrement, en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'en pensant l'image autrement, en voulant raconter directement quelque chose dans l'image, en faisant bien attention à ton premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, et où est-ce que tu veux que les yeux ils aillent, tu te libères un peu de ces règles-là. Et le mec qui m'a appris ça, c'est un des gars qui avait fait du décor sur Tarzan, et très très fort. Donc Thomas de Bitus, si tu m'entends, je te fais un gros coucou. Ok, bon, je reviens avec vous. Est-ce que on avait une question encore sur cette image-là, sur le chat de Motion Café? Il y a quelqu'un qui demandait, enfin c'est Kanadju qui demandait, est-ce que tu travailles sur ton image avec des layers en profondeur ou plutôt comme sur une toile? En fait, alors c'est en même temps une qualité, en même temps un défaut. C'est quand je peins, j'ai tendance effectivement à séparer mes calques, et effectivement je vais peindre un truc, puis si je veux peindre un truc par-dessus sans toucher ce que j'ai mis dessous, je mets un calque par-dessus et je peins. Et puis si j'ai besoin de passer un truc derrière, je mets un calque entre les deux, puis comme ça. Mais il y a toujours un moment où j'aplatis tout et je continue à peindre dessus, quitte à répéter le process. Mais effectivement, je dépasse rarement les 10 calques sur un dessin, quoi. D'accord. Ouais, d'accord. C'est c'est pas beaucoup. Ouais. Et sur cette créa, t'as passé combien de temps, tu sais à peu près, ou pas? Sur mon île, là, j'ai passé 2 jours pleins, je pense. D'accord. Et concept inclus, ou tu as été que au feeling? Alors on n'a pas compris, tu as été que au feeling. Ouais, concept inclus. Concept inclus, on va dire 2 jours et demi, quoi. Ouais. C'est joli.
Du coup, toi, dans ton process, tu connais pas le non destructif, quoi. Tu peux me la refaire? Attends, j'ai pas compris. Dans ton process, en fait, le non destructif, toi, ça fait pas partie de. C'est un artiste, on t'a dit, putain. Oui, le non destructif. Ben, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que le non destructif, je me suis rendu compte que il y en a, en fait, ça devient un esclavage. Et à force de jamais rien vouloir détruire, ils se retrouvent avec des fichiers qui pèsent 8 gigas. Et moi, c'est complètement l'inverse. Mes fichiers, je veux toujours qu'ils soient légers parce que j'ai pas envie que ma bécane, elle rame, tu vois. Et puis du coup, ça m'oblige quelque part à me poser des questions avant. Et puis surtout, une fois que c'est fait, comme je te dis, j'aime beaucoup travailler avec l'erreur et j'aime beaucoup travailler avec le machin que j'attendais pas qui sort un peu de nulle part. Donc, quelque part, j'aime bien me tirer une balle dans la jambe de manière à boiter. Et une fois que je boite, je dois trouver un moyen pour plus boiter en fait. Et souvent, ça m'oblige à voir les choses d'une autre manière en fait. Voilà. Ah, ouais. C'est pas mal. C'est cool. Ouais. Ah, c'est cool. Vous me voyez ou pas là, non? Non. Faut que tu coupes. Faut que tu coupes le partage d'écran. Mais tu nous as ce qui s'appelle sur tout le long là, je regarde l'heure et j'hallucine parce que, en tout cas, je sais pas vous les gars, mais j'ai l'impression que c'est pareil. On a bu tes paroles. Et il y en avait, hein. Et il y en avait, mais franchement, c'est assez incroyable en fait. J'ai l'impression que c'est l'émission qui est passée le plus vite. En tout cas, pour moi, on arrive petit à petit, gentiment à la fin. Je sais pas, il y a peut-être encore des questions dans l'équipe. Je suis assez bluffé par la petite démo, la breakdown de l'illustration. La petite démo breakdown, elle a fait mal, ouais. Ouais, le coup de... Ça a l'air tellement simple quand tu vois ça. Tu vois, là, j'ai mis une petite maison, j'ai fait une petite tour, j'ai mis 3 nuages. Voilà. Après, c'est vrai que dans les questions, tu as fait le tour un peu aussi toi-même. J'avais pas mal de questions, tu y as répondu un peu tout seul. Donc, on a fait un grand tour. C'est mon côté professeur, en fait. Mon côté prof, on sent bien. Alors, si vous voulez avoir des cours de dessin par mois ou me rencontrer plus régulièrement sur Paris, voilà, je donne des cours aux ateliers de Sèvres. Ok. Dans une petite prépa qui est géniale que j'ai fait avant les Gobelins qui s'appelle l'EAP. Ok. Atelier de Sèvres? Ouais, je donne des cours aux ateliers de Sèvres et à l'EAP, c'est une petite prépa qui est géniale aussi. Ok, d'accord. Bah écoute, ça fera aussi partie des liens qu'on vous mettra dans la description quand la vidéo sera en ligne. J'avais une question, moi. Est-ce que tu connais Digital Painting School, le programme? J'aime trop. Ouais, je connais. Ah oui, il est dessus. C'est très bien. Franchement, le gars qui fait ça, il fait ça très bien. Moi, je trouve ça très bien. Vraiment, les exercices sont bien. Ça t'oblige à. Même moi, je me suis rendu compte qu'il y a des machins que je connaissais pas. Pourtant, j'ai un peu d'expérience. Et alors donc, j'ai pas payé la formation, mais je me suis rendu compte qu'il utilisait des termes que je connaissais pas. Donc du coup, je suis allé voir ailleurs sur Internet pour essayer de trouver des infos. Mais franchement, le mec a fait un truc super, quoi. Et ça a l'air pas mal. Design Spartan. Ouais, c'est pas cher. C'est ça. Et c'est pas cher. Et franchement, ça a l'air d'être une formation super de qualité. Et tu vois, toutes ces interviews qu'il fait avec les mecs là, je les regarde et je les trouve vraiment intéressantes. Voilà. Et niveau matos, tablette, tu dois avoir une Wacom, quoi. Alors, je te présente ma Cintiq. Cintiq Pro, non? Oui. Attends, je te mets en avant 2 secondes. Non, c'est pas une. C'est une Intuos basique. C'est une vieille Intuos. Vieille Intuos wide. Ok. Et du coup, tu as déjà bossé sur Cintiq. C'est quoi ton rapport à ça, justement? J'ai bossé sur 20 pouces et sur celle que j'avais à Ubi, c'est 27 pouces. Et sinon, je suis sur des tablettes normales. Mais j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence, quoi. Quand il y a une Cintiq, je suis content. Quand il y en a pas, je suis content. Travailler en grand ou en petit, c'est pas spécialement. Tant que tu dessines, c'est l'outil, quoi. C'est juste. Non, c'est sûr qu'une tablette qui est genre à 5, c'est un peu chiant. Mais non, sinon, une tablette une wide, c'est bien. Et les Cintiq, c'est un peu gadget, je trouve. Mais bon, c'est toujours marrant d'en avoir une. Alors, je trouve que c'est hyper pratique pour faire des animations. Quand tu dois dessiner, tu vois, tu vires toute ta phase de scanner. Et c'est vachement génial, ça, avec les logiciels. J'avoue. Pour peindre, c'est bien, mais bon, j'ai pas trouvé automatiquement la grosse plus-value entre ma tablette et la Cintiq. Alors peut-être que je suis un vieux de la vieille, déjà. Tu vois, j'ai que 32 ans, mais bon, voilà. Tiens, j'allais te demander. Ouais. Mais non, oui, quand il y en a une, je suis content. Quand il y en a pas, ça me va. C'est pas grave.
Je bosse pas avec chez moi. Par contre, franchement, la nouvelle Microsoft là, j'avoue, ça pète. Surtout avec le petit bitonio qui tourne là. Ouais, mortel, ça. Hein. Ah ouais. Et je sais pas où j'ai vu ça. J'ai vu une espèce de vidéo qui tournait là où le mec il dessinait et puis il pouvait zoomer dans son image et en fait c'est comme s'il avait dessiné sur des calques 3D. Ouais, la folie. Mortel. Ils ont tapé très fort, la Microsoft. Bah, je sais pas, franchement, hyper cool quoi. Bon, nous, on en parle entre nous. Pour de la vidéo, ça reste encore light, quand même. Ouais. Enfin, c'est bien, mais c'est pas la folie. Mais je pense pour des gens comme toi ou des photographes ou designers, ça a l'air génial, ouais. Pour tout ce qui est vraiment. Vraiment, ouais. Carrément. Ils ont fait une belle pub à la Apple avec un beau produit. Bah ouais, mais c'est le bon moment en plus. Hein. Non, ils ont fait un très très beau produit à Microsoft. Allez, 3 000 euros. Bah ouais, mais ils l'ont fait au bon moment. Après, c'est sûr que. Bon, en tout cas, je suis content que ça vous ait. Je suis content que ça vous ait parlé. Carrément. Plus que ça, même. Moi, ça me donne envie de re-regarder certains passages. Alors, on arrive gentiment à la fin de l'émission, mais on a toujours une petite section coup de cœur, coup de gueule. Alors, je sais pas si quelqu'un a un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est marrant, on est un peu en train de le faire quelque part en parlant. Ouais, moi c'était un peu ça, mon coup de cœur, c'était la Surface Pro. On a fait Ok, le coup de gueule, ça va être. Ouais, puis le coup de gueule va aller avec peut-être le nouveau Mac Pro, voilà, un petit peu beaucoup décevant. Ah bah alors moi coup de cœur, ce sera les HTC Vive avec Steel Brush, un gros coup de cœur. C'est le truc qui m'a choqué, vraiment. J'ai pu le tester à Paris aussi, là, au Motion Plus Design. J'avais jamais fait, c'est vrai que c'est assez. C'est impressionnant quand t'es dedans. Ouais. C'est ça. Il y a une grosse qualité. Il y a une grosse qualité, c'est vrai que. La répercussion du mouvement, le niveau de la latence, c'est assez perturbant parce que c'est très fidèle et non, s'y prend trop quoi. Le HTC Vive. Et puis la qualité, parce que moi j'ai des Samsung Gear à la maison qui sont franchement déjà c'est un peu plus que du gadget. Avec le S7, on met le Samsung dedans. Il n'explose pas. C'est relativement, il explose pas. Le S7, c'est le Note 7 qui existe. Et grâce au fait que le Note 7 explose, le jour où j'ai acheté le S7, c'est-à-dire le lendemain du scandale, il y avait des offres Samsung, mais je te raconte pas. Alors Samsung vous offre les lunettes, le chargeur à induction, c'est-à-dire Samsung dit pardon. Et franchement, c'est pas mal, mais il y a un problème au niveau de la définition. Comme expliquait Matt Runks dans sa conférence au Motion Design, c'est que c'est le téléphone, c'est le pros du téléphone qui travaille. Alors qu'avec un Vive, ça va être le pros, c'est ton ordi qui travaille. Et ça fait toute la diff dans la qualité. Et mine de rien, c'est vachement important. Ouais, pour des trucs en temps réel, après pour des vidéos, juste pour des simples vidéos, je pense le Samsung déjà ça fait le taf. Mais c'est bon, hein. Surtout que le S7 il a une bonne résolution, non? Donc, franchement, ouais. Mais après, ça dépend. Honnêtement, il y a des vidéos, elles sont tellement lourdes que tu as intérêt d'avoir une grosse connexion. Des fois, c'est plus lié à la connexion qu'au téléphone, quand même. Ouais, c'est plus lié à la connexion qu'au téléphone. Après, il y a des vidéos de plus ou moins bonne qualité. Typiquement, là, j'ai pris un jeu et la définition est vraiment bonne. Et bon, là, on est sur d'image synthèse pure et la définition est vraiment bonne. Donc, c'est après la qualité des vidéos et du stream à voir. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, on arrive vraiment gentiment à la fin. Alors ça, c'est la 8e fois que tu le dis. Non, mais là, cette fois-ci, on a fait notre coup de cœur, notre coup de gueule. On va dire merci, un grand merci à Jean-David pour tout ça. Merci beaucoup. Franchement, ça vaut de l'or. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui nous suivront après en regardant l'émission. On vous souhaite une bonne soirée, journée, vacances, peu importe quand vous regarderez ça. À très très bientôt. Salut les gars, à bientôt. Ciao. Ciao.